j'avais l'impression de voir des bureaux dégueulasses avec deux personnes qui discutent avec une lumière moche et qui m'expliquent des trucs parce que ce scénario il est pas bien écrit quoi. C'est tellement didactique et tellement nuancé que moi sur un sujet comme ça je crois que j'aurais aimé peut-être un peu plus de radicalité. Ouais voilà, d'engagement. Faire un film sur les dangers de la télé en 2025, bravo quoi. Genre les médias du 20e siècle, c'était dur, tu vois. Bah moi c'est vraiment un des pires films que j'ai vu cette année. Enfin, c'est... La photo, les décors, les costumes, la BO, c'est le nouveau cinéma indépendant français. C'est un film que j'avais vu ado. J'étais très amoureuse du héros qui à mon avis a 14 ans. Donc le film aujourd'hui serait vu d'un autre point de vue. Mais c'est toi qui serais vu d'un autre point de vue. Mais où est-ce qu'il est ? Mais où est-ce qu'il est ce con de Perchman ? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Une enquêtrice court après la vérité dans un dossier sur les violences policières. Une jeune femme dont la compagne est enceinte court après son droit à être reconnue mère de son enfant à venir aux yeux de l'État. Un ouvrier désespéré prêt à tout pour sauver sa fille gravement malade court pour rester en vie dans une émission télévisée où la mort est donnée en spectacle. Ce sont les pitchs de Dossier 137 de Dominique Moll, des Preuves d'amour d'Alice Douard et Running Man d'Edgar Wright. Et si tout le monde court après quelque chose dans cet épisode, c'est parce qu'en focus du jour, on se demandera pourquoi les courses-poursuites sont si populaires au cinéma. Et comme on court souvent après l'intelligence autour de cette table, carte blanche à Laurent, notre expert, qui en fin d'émission nous fera l'éloge de la stupidité. Pardon, silence moteur, la perche est dans le cadre, mais on s'en fout, fait de la radio, action. La meuf oublie la fin de son intro, tout va bien. Salut Laurent. T'es dans le thème de ma carte blanche, c'est cool. J'arrive pas à me concentrer jusqu'au bout de l'intro. Comment je vais faire pour tenir l'émission ? Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yuri, qui réalise techniquement l'émission comme d'habitude, de Laurent, dont on vient d'entendre la voix, de Rita, de Félix, de Manon. Bonsoir. Et on accueille David, qui vient nous parler du festival Chéri Chéri. Bonsoir. Oui. Et on commence tout de suite avec le courrier des perchés. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela, Dudley ? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Et je profite en lançant le courrier des perchés, donc celui de nos auditeurs, pour vous dire, si vous nous écoutez, de vous abonner et de nous noter, parce que c'est toujours trop cool. Et merci à ceux qui le font et qui nous laissent des commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux, honnêtement. Ça fait vraiment trop plaisir. Félix, est-ce qu'on a reçu du courrier cette semaine ? Oui, on a plein de courriers cette semaine. Donc je vais essayer d'aller vite. On a une première personne qui réagit sur notre focus sur les monstres. Très très cool votre focus sur les monstres. Toute la question du monstre comme symbole des peurs de son époque, de la difficulté à les réinventer aujourd'hui, c'est très juste et ça invite effectivement à réfléchir à quelles sont les angoisses de nos sociétés contemporaines, entre parenthèses l'homme invisible comme agresseur sexuel par exemple. Et de ce point de vue, le parallèle entre le robot et le golem, on le fabrique puis on l'anime avec des mots / du code, ça donne envie de faire un film autour de cette idée. C'est très juste. Donc et effectivement toute la question avec autour du code et tout et du robot, c'est assez et il va un peu plus loin de ce qu'on avait dit, carrément l'intelligence artificielle, effectivement qui serait l'extension du robot. Qui lui-même du coup est l'extension du golem. On a quelqu'un qui réagit à notre reco sur On vous croit. C'est une énorme claque visiblement et l'acting de la mère visiblement est dingue. Donc on nous remercie, c'est super. On a eu Manon la semaine dernière. On a eu une réaction aussi sur Frankenstein, nouvelle pépite de Guillermo del Toro, prestation de Jacopo Elordi extraordinaire, complètement pris par l'histoire, l'ambiance et la musique. Une version noir et blanc pourrait sublimer l'expérience. Je suis assez d'accord parce que je pense que ça effacerait le côté très numérique en fait. La version noir et blanc de Nightmare Alley est 3000 fois supérieure à la version couleur. Je pense que ça marche plutôt bien avec l'univers de Del Toro. Et on a une autre réaction aussi sur Frankenstein. C'est fou, Frankenstein il obtient un carton plein chez vous avec un look ultra méga supra digitalo Netflixio gélatine orange vert étalonné à la truelle, beaucoup trop découpé, mal joué, où la caméra est absolument jamais au bon endroit pour raconter un quelconque point de vue et aucune idée de réalisation intéressante de manière plus générale. Plein de love quand même à vous, merci. À nous oui, mais pas Guillermo del Toro. Mais bon là franchement mais plein de love à cette personne également. Et en vrai de vrai je suis assez d'accord avec lui, mais j'étais pas là la semaine dernière. Je peux faire un courrier de la perche ? Oui. C'est moi le courrier. Mais je voulais juste dire que justement j'avais trouvé ça hyper intéressant comment vous avez parlé de Frankenstein. Notamment j'ai beaucoup aimé quand Yuri tu as dit que tu avais besoin d'un temps d'attente pour réagir au film de Guillermo del Toro. Et j'ai vu aucun de ces films à part Nightmare Alley, mais je trouve ça hyper intéressant comme positionnement. Et sur Kika, avec Manon et Valentin, je vous ai trouvé trop intéressant pour parler. C'est clairement de l'auto. Voilà. Mais je trouve ça. Non, mais ça m'a fait. En fait, ça me fait trop plaisir quand je suis pas là de vous écouter. Déjà, je voulais le dire. Et aussi parce que sur Kika, ça m'a vraiment donné envie d'aller voir le film, alors que la bande-annonce m'a pas du tout donné envie de voir le film. Voilà. Donc. Tu l'as vu du coup ? Non, pas encore. Mais j'ai pas le temps, mais j'irai. Et du coup, la semaine prochaine, tu nous diras ce que t'as pensé de Kika. Mais on continue dans mes chroniques, tu sais, un peu illégales. Genre, j'ai pas vu le film, mais je donne mon avis. La deuxième partie, c'est je suis pas à l'émission et je donne mon avis. Et bah super, on enchaîne avec le box-office de la semaine.
Là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre, non ? Yuri, alors quels sont les films qui trônent en haut du box-office de la semaine ? Ce qui est bien, c'est qu'il y aura un montage, donc personne ne sait que j'ai fait n'importe quoi. Insaisissable 3 est en tête du box-office avec un score de 461 000 entrées, ce qui est bien, mais pas top. Pour un gros blockbuster quand même qui avait fait plutôt 700-800 000 sur ses précédentes éditions. Mais globalement, on est sur un mois assez morose. Kaamelott, deuxième volet, première partie, qui au bout de 4 semaines ne dépasse toujours pas le 1 million d'entrées, donc ça rame, ça pique un peu, ouais. Ça rame sévère dans les chaudières. Ça veut strictement rien dire, personne ne rame dans des chaudières. La Bonne Étoile, qui est le film de Pascal Elbé, pareil, qui a un peu de mal à trouver son public avec 142 000 entrées. C'est une ressortie. Non, c'est un nouveau film, c'est une comédie dramatique. C'est un film au pitch assez exceptionnel où Benoît Poelvoorde est un homme pendant la Deuxième Guerre mondiale qui pense que faire semblant d'être juif, ça va lui apporter des avantages. Voilà. Mais attendez, je confonds avec le film de Lucien Jean-Baptiste. Oui. Première étoile, vraiment pas le même vibe. Mais je pense qu'il n'y a vraiment pas eu de promo sur ce film, mais c'est dommage parce qu'il a l'air vraiment super rigolo. Du ski pendant la Deuxième Guerre mondiale. Waouh. Mais Rita, en fait, je vois de quel film tu parles, effectivement. J'ai pas vu la bande-annonce, mais le pitch m'a interrogé. Les Aigles de la République, qui lui, qu'on avait plutôt défendu la semaine dernière, qui fait 85 000 entrées pour sa première semaine, ce qui est un peu bien, moins. Ouais, mais ce qui est tendanciellement moins que les précédents films, en tout cas le précédent film de Tariq Saleh, qui avait quand même fini à plus de 500 000. Ça va être un peu plus difficile pour celui-là d'atteindre ce score. Il y avait un prix du scénario à Cannes, en effet. Enfin, bref, en tout cas, c'est une petite semaine quand même. Et en tout cas, les films comme Arco, qui continuent de quand même bien performer, avec 340 000 entrées cumulées aujourd'hui. Une bataille après l'autre, qui est toujours là, qui fait 1 450 000 entrées en France. J'ai lu un article qui disait que en fait, le film était en effet une espèce de flop quand même pour Warner Bros, qui avait misé fort dessus, mais que le score du box-office international du film était assez délirant. Je crois qu'il fait 70% de son chiffre d'affaires hors États-Unis, et notamment en France où il fait 1 400 000 entrées, ce qui est plus que certains blockbusters Marvel récents, donc ce qui est quand même assez cool. C'est un testament de Leonardo DiCaprio et son appel à l'international, parce que Paul Thomas Anderson est très connu aux États-Unis, encore que c'est un auteur, mais je veux dire dans le reste du monde beaucoup moins, à part en France. La France, c'est un pays cinéphile, donc c'est pas un pays où tu peux comparer, mais pour le coup Leonardo DiCaprio, c'était un peu une espèce de test, comme beaucoup ces dernières semaines. Il y a eu un énorme flop au box-office hollywoodien de tous les films qui sont sortis depuis le début de la fin de l'été, début de l'automne, quoi. À part donc parce qu'il n'y a pas de star fondamentalement, tu allais dire. Non, parce qu'ils sont, je crois, très mécontents de Die My Love avec un gros cast, mais en même temps, Die My Love, c'est très. Non, mais au-delà de ça, en fait, il y a une liste de films. En fait, il y a un article du New York Times il y a quelques jours qui s'appelait 10 films, 10 flops. Je trouve que ce titre est vraiment exceptionnel, mais en fait, ce qui est intéressant avec Une bataille après l'autre, c'est qu'au-delà de l'ampleur du film, parce que ça reste un film d'action, la bande-annonce, machin, c'était un testament il reste quelques stars du cinéma, elles sont très peu, mais c'est globalement Leonardo DiCaprio aujourd'hui, parce que même Julia Roberts, le film de Guadagnino est sorti aux États-Unis, After the Hunt, il n'a eu aucun retentissement, alors que Julia Roberts c'est quand même une immense star encore aujourd'hui, mais qui n'est plus bankable au cinéma. Les seuls gens qui arrivent à faire déplacer jusqu'à preuve du contraire pour l'instant, c'est DiCaprio et Timothée Chalamet. C'est pour ça que tout le monde attend Marty Suprême avec beaucoup d'impatience, parce que en fait le film avec Dwayne Johnson, qui était quand même censé être l'acteur qui tapait jamais à côté, sans mauvais jeu de mots, il est vraiment, enfin le film est un giga four, donc même celui sur Sydney Sweeney qui est aussi sur un sport de combat, alors que Sydney Sweeney ça reste une grande franchement tous les films qui ont ouvert parce que j'allais dire Julia Roberts, c'est terriblement malheureux, mais en fait des femmes bankable de plus de 50 ans. Mais même à ce stade, franchement, évidemment la misogynie, voilà, mais il y a j'ai résumé. On n'en parle plus. Mais même les hommes stars qui étaient censés être des stars du box-office, Channing Tatum a sorti un film aux États-Unis il y a quelques semaines qui a fourré. Il y a vraiment une liste immense de films qui n'arrivent plus à ouvrir avec les box-office qu'ils avaient avant, malgré les stars. Ouais, mais parce qu'en fait, ça fait des années, voire des décennies, que les studios essayent de retirer un petit peu de pouvoir aux stars talents pour pouvoir, en essayant de pousser plus des licences des IP, des personnages, que des stars. Super, ça a marché maintenant. Cool. Bravo à vous, quoi. Mais je profite quand même qu'on parle d'une bataille après l'autre pour dire que pour les gens qui nous regardent sur YouTube, on a upgradé notre studio avec plein de merveilleuses affiches, dont celle-ci. On va faire un petit entracte festival, puisque David, tu étais au festival Chéri Chéri. Alors tu nous en avais déjà parlé l'année dernière, mais est-ce que tu peux nous redire quand même ce que c'est Chéri Chéri ? Oui, bien sûr. Du coup, cette semaine, c'est la 31e édition du festival Chéri Chéri. C'est le festival LGBTQIA+ de Paris, qui se passe entre autres à MK2 Beaubourg.
mais aussi MK2 Ketsen et MK2 Bibliothèque, où il y a quelques séances. Ce qu'il faut dire que c'est un festival ouvert au public et on peut aller voir plein de films en avant-première qui sont projetés. Voilà. Tout à fait. Et du coup, cette année, il y a 77 longs métrages qui sont projetés. Chacun a 1 à 2 séances minimum étalées sur les 10 jours, puisque c'est du 15 novembre jusqu'au 25. Donc ça vous avez encore bien le temps d'y aller. Et du coup, il y a c'est des films qui viennent de plus de 40 pays différents cette année. Donc c'est vraiment un super échantillon et très international. Voilà. Alors, tu dis qu'on peut y aller. Malheureusement, il faut savoir que, grosso modo, ce festival est victime de son succès. Puisque c'est toutes super les séances, complet, bien sûr. mais toutes les séances sont complètes. Et si on arrive en last minute, il n'y a pas des gens qui viennent pas. Voilà. Donc, moi, en l'occurrence, je me pointe à chaque début de séance. Il y a toujours une petite file d'attente avec. Ils remplissent à chaque désistement. À l'heure du début de la séance, on peut y aller. Donc faut arriver un peu tôt pour être bien placé dans la file d'attente. C'est ça, parce que malheureusement tout le monde ne rentre pas à chaque fois dans la file d'attente. Voilà. Et qu'est-ce que tu as vu ? Eh ben, pour le moment, j'ai vu. On en parlait tout à l'heure. Faut savoir que du coup là, c'est que le début, puisque en fait donc ils ont toujours un espèce de ce qu'ils appellent le week-end du before, qui est le week-end avant la cérémonie d'ouverture, parce que la cérémonie d'ouverture avait lieu hier soir. Au MK2 Bibliothèque. Pour les gens qui nous écoutent, hier soir, c'est le mardi 18 novembre. Pardon, merci. et donc, du coup, moi, j'ai pas trop eu le temps d'y aller ce week-end. Mais du coup, j'ai assisté à la cérémonie d'ouverture où il était projeté Pillion de Harris Dickinson. C'est ça Non. Mais non, c'est Urchin. C'est Urchin, Harris Dickinson. Ah oui, pardon. Ça, c'est le film avec Gargan. C'est le film sur le BDSM, Pillion. Tout à fait, c'est Harry Linton. Ah oui, pardon. Qui était à Cannes. Voilà. Qui est vraiment très intéressant à voir. Enfin, vraiment, je trouve que c'est... Ouais, c'est un film qu'on a raté, mais qui a l'air vraiment bien. Mais c'est une comédie ? C'est un peu tout. Ok. C'est-à-dire, c'est une comédie, ça met hyper mal à l'aise. Et en même temps, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est vraiment une manière de te remettre en question ta manière de penser et de voir un couple, puisque c'est l'histoire de deux mecs qui se mettent en couple, mais sur une relation basée sur le SM. Mais en fait, t'as l'impression que l'un des deux, il le subit, mais il en a très envie, et en même temps, ça le permet de s'émanciper de qui il est. Enfin, c'est vraiment très intéressant, et tu peux pas t'enlever ton jugement de la tête au début, c'est-à-dire que tu trouves que cette relation, elle est vraiment pas égale, alors je pense que le film veut raconter tout l'inverse, et je pense qu'il y arrive, mais il faut vraiment faire tu changes progressivement d'avis en regardant le film. Je pense qu'il faut vraiment faire soi-même la gymnastique, et c'est très intéressant. Enfin, vraiment, ça m'a vraiment plu. Et ensuite, aujourd'hui, en fait, lundi aussi, j'ai assisté à la séance. Lundi 17, il y avait également l'avant-première d'Épreuve d'amour, dont on parle tout à l'heure. Voilà. Et donc voilà, je vous dirai peut-être plus tard ce que j'en ai pensé. Bien sûr. Et du coup, là, je sors juste j'ai fait 2 séances cet après-midi où je suis allé voir Sona, un super film danois. Pareil, sur. Je sais pas trop comment c'est l'histoire d'un jeune homme qui a une sexualité très débridée et qui rencontre un jour un jeune transgenre. Et dont ils tombent amoureux, et c'est un peu leur relation, et c'est pareil, j'ai été complètement j'ai été complètement pris au dépourvu, puisque le scénario, la manière dont il est présenté, cache toute faut pas en trop savoir trop. Non, voilà, mais c'est très intéressant, puisque c'est un film sur qu'est-ce que c'est de faire des mauvais choix. Voilà. Et le dernier film que tu as vu, Oui, qui s'appelle El Camino, qui est un film d'Amérique latine. Qui n'est pas le film Netflix Breaking Bad. Non, c'est On the Road, c'est En El Camino en langue originale, et très intéressant aussi, puisque c'est la vie d'un jeune... on sait pas trop ce que c'est au début, c'est juste un jeune homme qui est sur les routes et qui va de... Pardon. T'inquiète.
qui veut aller à une certaine destination et en fait il se fait transporter par des chauffeurs de camions et en fait il a des relations sexuelles avec chacun de ces mecs-là et en fait c'est vraiment génial puisque derrière il y a un peu des histoires sur la mafia locale puisque tu comprends que ce jeune homme il est recherché et petit à petit tout est mis en place parce qu'il tombe amoureux d'un des chauffeurs, d'un des chauffeurs, et qui lui-même aussi tombe amoureux de lui. Mais en fait, c'est des relations qui sont pas vraiment reconnues comme telles puisque aucun des deux ne se considère vraiment comme homosexuel. Enfin, vraiment très intéressant. Et ces films vont repasser pour la plupart. Ils vont sortir même la plupart. Et ils vont sortir au cinéma. Enfin, je veux dire bien sûr, mais ils vont repasser dans le festival si jamais vous voulez les voir. Il y a comme les films sont projetés 2 fois, il y en a certains que vous pourrez encore voir. Et Génial. On va parler tout à l'heure d'Épreuve d'amour puisque celui-ci il est sorti en même temps dans toutes les salles. Mais le premier film dont on débat ce soir, c'est Dossier 137 de Dominique Moll. Comment vous justifiez votre geste ? Nous sommes enquêteurs à l'IGPN, la police des polices. Nous enquêtons sur les fautes que peuvent commettre certains policiers. C'est une infirmière de l'hôpital qui m'a dit de venir ici pour porter plainte pour mon fils Guillaume. C'est à la manifestation. Donc pour Stéphanie, enquêtrice à l'IGPN, la police des polices, le dossier 137 est en apparence une affaire de plus, une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tir de LBD, des circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité. Mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui le dossier 137 devient autre chose qu'un simple numéro. Yuri en avait parlé de dossier 137, le nouveau Dominique Moll à Cannes, où il était en compétition officielle. Comment tu l'as décanté en fait ce film ? Comment dire, un peu mal. Non mais en fait il y a une. D'accord. Non mais il y a une question, en effet des conditions dans lesquelles on découvre un film et quand on découvre un film dans un des plus gros festivals de cinéma du monde, on a des attentes qui sont peut-être un peu démesurées par rapport à ce qui se passe quand on va dans une salle de cinéma. T'avais aimé ou pas La Nuit du 12 moi j'avais plutôt... ou de manière générale le cinéma de Dominique Moll? Moi Dominique Moll c'est un réalisateur que j'aime plutôt même sa versatilité, j'aime bien son côté très caustique, j'aime bien toute sa veine Seuls les bêtes, je trouve que c'est un superbe film, je trouve que même des nouvelles de la planète Mars, enfin c'est quelqu'un qui je trouve jusqu'à La Nuit du 12 traçait un sillon hyper original dans le cinéma français, qui était toujours un peu à mi-chemin entre le thriller, la comédie, un truc un peu grinçant. Enfin, il y avait toujours un ton chez lui que je trouvais moi assez chouette. Et que, en tout cas, pour ma part, je n'ai absolument pas retrouvé dans Dossier 137, puisque c'est vraiment déjà, film... Nuit du 12, c'était moins marrant. C'était moins marrant, mais au moins, en fait, ça restait quand même dans une sorte d'enquête. Enfin, il y avait une espèce de... Proposer quelque chose. Voilà, il y avait une enquête dont on savait dès le début qu'on n'atteindrait pas le but, et il y avait comme ça une espèce de personnage un peu en perdition qui cherchait à résoudre un truc dont on savait, nous, spectateurs, que ça n'aurait pas lieu. Là, il s'empare quand même d'un sujet brûlant qui est les gilets jaunes et les violences policières qui ont eu lieu pendant ces événements-là. Et moi, je sais pas, je suis resté complètement extérieur à ce film, que j'ai trouvé giga théorique, dans le sens où j'entendais vraiment les scénaristes se dire des répliques en disant et là il y aurait un flic en fait qui est un peu pour les gilets jaunes et l'autre en fait en face en fait il était lui-même au moment des bonnets rouges et puis l'autre en fait encore à droite lui il est vraiment hyper violent mais celui de gauche il est vraiment très très pour ce qui se passe et du coup t'es dans un truc de je trouve que les personnages, la manière dont ils sont cartographiés, la manière dont on leur fait dire des trucs, alors que c'est censé être hyper, entre guillemets, réaliste, proche du réel, protocolaire, ça devient archi théâtral. Et moi, du coup, je suis jamais rentré dans l'univers que me proposait ce film, parce que justement, j'avais l'impression qu'il y avait toujours en fait cette distance théorique que mettait donc Dominique Moll et son co-scénariste Gilles Marchand, où vraiment j'avais, en tout cas moi, le sentiment qu'ils avaient une peur bleue de ne pas être compris, qu'ils avaient une peur bleue de se dire merde, on va nous reprocher de faire un film pro-flic ou un film anti-gilet jaune ou au contraire un film pro-gilet jaune, un film anti-flic. Du coup, vraiment, tu sens, en tout cas moi, j'ai le sentiment qu'ils ont une peur bleue d'être incompris, qu'on les prenne de travers, et du coup vraiment, alors on est explicite, vraiment toutes les phrases, tout est dit, redit, et du coup il y a même une réplique, une scène que je trouve moi archi gênante, où il y a la femme, la nouvelle femme de l'ex de Léa Drucker, qui lui Léa dit... Drucker qui joue donc le personnage principal, Stéphanie.
En fait, on lui dit mais voilà, toi, tu es contre les collègues et machin, et avec des espèces de phrases archi poncifs. Ça te fait rire, Félix? Non, mais j'avais oublié ça. En fait, personne parle comme ça dans la vie, et par conséquent, quand tu veux en plus nous faire un film sur un événement qui est aussi brûlant politiquement d'actualité que les Gilets jaunes, où en fait je ne sais pas encore aujourd'hui ce qui transcende l'image documentaire de ce mouvement, parce que probablement je n'ai jamais vu encore un film de fiction. Enfin, on a eu les Braises. T'es pas allé voir les Braises, voilà. Mais en tout cas, qui nous fasse exister ce mouvement social, ce moment quand même de l'histoire récente française politique à l'écran. Bah en fait là je suis hyper démuni parce que je vois trop les mecs qui essayent de bien se faire comprendre. Et mon dernier point du coup, c'est que je trouve que ça fait ressortir de manière encore plus violente pour moi toutes les ficelles de scénario que le film se permet, du type en fait Léa Drucker elle est originaire du même bled qu'un des mecs qui est comment dire estropié par la police, du coup elle y retourne, nanani nanana. Et je trouve que il y a quand même ça, des espèces de facilité d'écriture qui sont archi théoriques, où tu sens que oui mais du coup on va parler du transfuge de classe et nanana, et en fait du coup tu sens qu'ils veulent mettre plein de trucs dans leur film, mais c'est jamais incarné pour moi. C'est hyper dommage, alors qu'on aurait pu avoir un grand film policier, un grand film qui probablement passe pour moi à côté de son sujet de manière assez violente, quoi. Rita, quelqu'un a vu Un homme en fuite avec Bastien Bouillon et Léa Drucker? Vu ça. Moi je l'ai pas vu. C'est la même chose? Non, ça n'a rien à voir. Bah, excuse-moi, Léa Drucker qui est flic et qui revient sur la terre de son enfance. Non, mais là on va dire c'est un sous-genre. Passage dans le c'est un tout petit passage dans le film. D'accord. Mais on va dire c'est une ficelle de scénario pour. Parce que déjà dans ce film, Léa Drucker en flic, j'y ai pas cru. Mais là c'est un tout petit truc pour lui donner une raison de revenir dans son village natal et de globalement reconnecter avec ses racines ouvrières. Enfin bref, c'est un peu compliqué, quoi. C'était le nouveau point, Rita. J'ai pas vu le film, mais Manon, toi qui as vu Dossier 137, est-ce que tu es d'accord avec Yuri sur cet excès de didactisme? Ouais, en fait, c'est exact. Oui, c'est ça. Moi, je pense pas que c'est qu'ils ont voulu mettre trop de choses. C'est qu'en fait, je pense qu'il a peur de son sujet, mais ça se comprend. Enfin, c'est quand même un sujet ambitieux et brûlant. Et du coup, il veut vraiment très bien faire. C'est très premier de la classe, je veux satisfaire tout le monde et je donne toujours le contrepoint de tout. Et à vouloir faire tellement de nuances, il y a un truc effectivement très un peu scolaire qui fait que ça tourne un peu en fait à vide, je trouve, au bout d'un moment. Et donc ouais, je suis plutôt d'accord avec toi sur ce sujet-là. Après moi, vraiment j'en sors et les gens ont applaudi à la fin, alors que ça me semble pas être non plus. Alors j'étais dans un cinéma du 11e arrondissement. Voilà, à mon avis, c'était plutôt le message politique qui était applaudi. Mais je trouve, enfin vraiment moi le film m'a pas laissé un espèce d'élan où t'as envie d'applaudir comme ça le message, quoi. Mais surtout qu'en fait il y a une confusion entre du coup le film, son histoire et le message. Et moi c'est le problème que j'ai eu, c'est que j'ai sans arrêt l'impression de mecs qui me lisaient un message à caractère informatif, quoi. Et même je trouve que l'espèce de monologue de fin de Léa Drucker, parce qu'on lui reproche de connaître en fait la famille du gamin qui s'est fait défoncer le crâne par un LDB, et elle nous fait un espèce de grand discours pour comme un peu résumer le film en fait et expliquer, alors oui en fait je les connais mais pas vraiment, mais effectivement du coup ça a peut-être joué mais peut-être pas et tout, enfin bref, et du coup il y a toujours une espèce de surexplication de tout qui à force est un petit peu lourdingue. Voilà. T'as plutôt aimé le film ou? Bah en fait, j'ai l'impression qu'il a voulu reproduire sa recette de La Nuit du 12, qui avait très bien fonctionné. Ça avait été un énorme carton critique, public, etc. Et du coup, j'ai l'impression qu'il a un peu voulu reproduire ça avec... Enfin, sauf que je trouve qu'il n'arrive pas à humaniser en fait autant ces personnages de flics, ce qui faisait quand même assez bien dans La Nuit du 12, où plus l'enquête se déployait, plus on avait accès comme ça à leur intimité, et eux qui prenaient aussi conscience de l'ampleur de la misogynie, etc. Et là, c'est tellement... On essaie de nous l'humaniser un peu parce qu'elle recueille un petit chat puis elle rigole sur des vidéos de chats, etc. Mais je trouve que pareil, ça aussi, ça fait très note d'intention. Genre, tiens, si on lui faisait faire ça pour qu'elle soit un peu moins froide et tout, parce que voilà, c'est vraiment un film très froid, très clinique. Et voilà, je trouve qu'en revanche, l'intégration de la vidéo est assez réussie dans le film, parce que c'est vraiment un film qui parle beaucoup de... Tu veux dire les vidéos d'archives ? Les vidéos d'archives. Le film s'ouvre sur un FaceTime avec son fils qui est dans la voiture à attendre son père, et en fait il voit des gens se battre à côté. Qui est un ado, voilà, et qui nous pose un peu
j'ai l'impression tout le discours autour des images comme ça, de voilà comment on les interprète quand on est à côté, quand on est à distance, parce qu'elle voit tout de suite un danger. Alors, enfin bref. Et c'est clairement le sujet du film, ouais. C'est ça, ouais. C'est comment on analyse les vidéos. Et puis je trouve que là-dessus, vraiment, il en fait vraiment un espèce de concept fort quand même de son film. La fameuse vidéo où le gamin se fait défoncer par les flics, elle est vue et revue et re-revue, elle le remontre en audience et tout. Et voilà, il y a une espèce de dissection comme ça qui est, je trouve, assez intéressante. Enfin, on est vraiment en temps réel en fait avec elle dans l'enquête. Je trouve qu'il y a une certaine minutie que moi j'ai aimée, mais tout est effectivement un peu surligné et c'est tellement didactique et tellement nuancé que moi, sur un sujet comme ça, je crois que j'aurais aimé peut-être un peu plus de radicalité. Ouais, voilà, d'engagement. Voilà, je crois que c'est ça mon avis. Ça y est, j'ai réussi à le formuler. Ouais. Félicitations. Félix, est-ce que tu arrives à formuler ton avis sur ce dossier 137 Je vais voir, je vais essayer, je l'ai vu il y a longtemps et j'avais oublié le film, et là c'est bien, il y a des passages qui me sont revenus en tête et du coup je vais pas faire une très bonne critique. Je me permets de dire qu'avant l'émission, Félix il a réécouté son passage à Cannes en x2 pour voir il m'a dit, parce que je me souviens plus ce que j'ai pensé du film. Écouter, mais il arrive à se comprendre du coup ou pas du tout? C'était juste un flux de mots. Déjà que c'est pas facile. C'est vrai que toi en x2, waouh. Ouais, bah écoutez, moi j'arrive à me comprendre. Et c'est l'essentiel. En fait, je vais revenir directement sur le truc, la vidéo tout. Je suis d'accord avec toi, il essaie d'être moderne et d'intégrer ça dans sa narration et dans son film, et je trouve ça hyper louable. Moi je trouve qu'il en fait pas grand chose en fait, malheureusement, que ça reste illustratif, tu vois, et un peu théorique. Dixit, la scène que tu cites, tu vois, avec le gamin dans la voiture au début, et j'aurais aimé en fait vraiment qu'il s'empare un peu plus de ce sujet là. Moi je trouve qu'il est comme tous les sujets en fait que t'as mentionné, Yuri, c'est posé là mais il en fait rien, et c'est un peu le problème de ce film, quoi. C'est-à-dire que il y a plein de trucs qui sont super intéressants. Je trouve que effectivement il a une approche assez minutieuse dans le procédural, donc du coup toute l'enquête elle est plutôt satisfaisante. En tout cas moi je suis un peu dedans, je m'ennuie pas, je trouve que le film il est quand même relativement engageant. Le problème c'est que j'ai effectivement, comme toi Yuri et un peu Manon, l'impression qu'on me raconte un discours que j'ai envie de voir foncièrement à l'écran. C'est un film qui ne filme rien en fait. On n'a pas du tout d'analyse de système, on n'a pas. Moi j'en sors, je ne comprends pas pourquoi il y a ces violences, qu'est-ce qui fait que justement ces violences perdurent. Enfin, toute cette espèce d'analyse systémique, elle disparaît complètement du film. Et pour moi, je pense qu'il veut pas tant parler des violences policières que limite de l'IGPN en fait. Plus j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Tu peux pas parler de l'un sans parler de l'autre, je trouve. Et même l'IGPN finalement, tu vois, il y a un côté. Moi, je sors de là, et je me dis bon bah voilà, il y a juste. Il y a une notion de collègue, il faut protéger les collègues, on est solidaire et machin. Elle est quand même très oie blanche aussi, du style ah bon. Enfin, il y a un côté ça un peu là. Ouais, en fait, je ne crois pas du tout aux personnages qu'on me présente. Je les trouve très manichéens et je les trouve très fonctionnels en fait, comme à peu près tout. Et surtout, et moi c'est le problème que j'ai avec Dominique Moll de manière générale, c'est vraiment un téléfilm quoi. C'est pas un film qui est fait pour la salle de cinéma. C'est-à-dire que moi j'ai vu ça à Cannes et ce qui m'avait vraiment énervé, c'est que je sortais de Sirat avant, j'étais en mode mec, enfin genre essaye de faire un tout petit peu des images marquantes, fais un vrai travail de cinéma, là où le cinéma américain ou même le cinéma coréen réussit à faire des enquêtes et à les rendre passionnantes à l'image, parce que et même dans la simplicité. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de Mindhunter, par exemple, de Fincher, c'est magnifique, et pourtant c'est juste de la télé. Enfin, c'est de la télé très bien mise en scène, mais je veux dire, sur la nuit du 12, sur la nuit du 12, je trouvais qu'il arrivait quand même plus à créer une sorte d'atmosphère, d'ambiance. Parce qu'il y avait les montagnes, les machins. Enfin, bien sûr. Au moins, c'est, enfin, tu vois, un petit peu. Bon, je sais pas, mais je te l'accorde. Là, vraiment, j'avais l'impression de voir juste des bureaux dégueulasses avec deux personnes qui discutent avec une lumière moche et qui m'expliquent des trucs, parce que en plus le scénario il est pas bien écrit quoi. Donc moi j'avoue que je comprends pas. J'ai l'impression que les gens voient le message du film qui est un message intéressant et applaudissent, alors qu'en fait foncièrement j'ai pas l'impression d'observer la réalité, et que je trouve que sur ce sujet là surtout il faut absolument observer la réalité. Donc si je peux conseiller un film, c'est surtout de voir le documentaire de David Dufresne, Un pays qui se tient sage, qui à mon sens est beaucoup plus intéressant et pertinent même sur cette question du traitement des images et des violences policières. Laurent? Oui, moi je voulais juste dire que avant j'habitais dans un quartier dans lequel vient d'emménager Rita, et Léa Drucker elle habite dans ce même quartier, donc je l'ai croisée quelques fois dans la rue et elle ressemble pas du tout à un flic, je confirme. Mais je veux pas dire où on habite, donc je vais arrêter la discussion là. Mais je suis pas étonnée. Non, mais en tout cas, elle se fait une espèce de spécialité de ces personnages très opiniâtres comme ça. Dans l'intérêt d'Adam, c'est une infirmière, mais elle a exactement ce même truc aussi, un personnage très déterminé comme ça. Et ça reste une super actrice, quoi. C'est juste que là. Oui, moi je la trouve très bien dans ce rôle-là. Mais... Est-ce que ça serait pas Vincent Lindon en femme? Et j'étais en train de penser c'est une très bonne actrice qui a une carrière un peu iconique. Ouais. Elle en a pas fait assez encore. C'est ça, mais parce que j'ai l'impression qu'elle se dirige vers cette route de le personnage qui a la voix de la droiture.
Mais en fait, j'y ai pensé quand Manon elle a parlé du fait qu'à la fin il y avait un monologue, et je me suis dit c'est la même chose que dans j'ai un trou sur le titre du film, quelque chose feu avec Vincent Lindon. Avec les enfants d'extrême droite. Ouais. Tu l'as vu maintenant. Jouer avec le feu. Jouer avec le feu. Où à la fin ça se termine avec un monologue de Lindon, donc peut-être que voilà une cousinade entre la dramaturgie ça existe, c'est ça le but un peu. Écoutez, mais alors du coup ce dossier 137 on le recommande pour le sujet mais pas pour grand chose de plus, et on vous recommande le documentaire mais par ailleurs le documentaire Un pays qui se tient sage, mentionné par Félix. Qu'on est giga à contre-courant. On est giga à contre-courant de la plupart des gens. Ah oui, mais les Bay, ils ont aussi défoncé un film que j'ai bien aimé, donc je les aime. Les Rama, ils sont pour et contre. Enfin, donc il y a quand même plutôt un engouement critique autour du film, qui est peut-être aussi une explication qu'on est passé à côté. C'est une possibilité. Et donc et d'ailleurs, Claudine serait d'accord avec le fait qu'on passe à côté de beaucoup de films. Claudine a dit qu'on était snob avec certaines comédies, et elle a peut-être raison. En tout cas, si vous avez aimé Dossier 137, écrivez-nous. On sera ravis de vous répondre la semaine prochaine, et peut-être que ça ouvrira nos yeux. Je le mentionnais en introduction, on va maintenant parler des preuves d'amour d'Alice Douard. On va avoir un enfant en fait. Un enfant qui va être là tout le temps, tous les jours. Vous avez fait comment alors ? On a fait l'amour. Oui, non. C'est une fille. Oui. Ah, c'est bien. Céline attend l'arrivée de son premier enfant, mais elle n'est pas enceinte. Dans 3 mois, c'est Nadia, sa femme, qui donnera naissance à leur fille. Sous le regard de ses amis, de sa mère et aux yeux de la loi, elle cherche sa place et sa légitimité et devra convaincre la justice qu'elle mérite son statut de mère. Manon, des preuves d'amour, c'est le premier long métrage d'Alice Douard, et je crois que c'est assez largement autobiographique. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Oui, complètement. C'est une version étendue. Enfin, c'est la version long métrage de son court métrage qui avait eu le César l'an dernier, je crois. Il y a peut-être un peu plus de temps que ça. Ouais, c'était peut-être pas l'an dernier, oui, c'était je sais plus. Enfin, en tout cas, elle avait reçu le César. Mais en quelle année sommes-nous? Et moi, j'ai plutôt aimé ce film. Enfin, je trouve qu'il a pris la bonne direction par rapport à son sujet. C'est-à-dire que ça commence, on est dans un truc donc on est après l'ouverture de la PMA au couple lesbien. Donc en fait, le personnage principal, c'est pas elle qui porte l'enfant, et elle doit en fait l'adopter. Et on va peut-être préciser que du coup c'est Ella Rumpf qui était la grande sœur dans Grave qui joue le personnage principal Céline, et que c'est Monia Chokri qui joue sa femme, et la mère de Ella Rumpf c'est Noémie Lovski. Exactement, avec aussi tout un casting d'acteurs secondaires géniaux. Moi j'ai trouvé le travail là-dessus assez cool. Il y a Édouard Sulpice, Félix Kizil, Eva Huot, enfin plein de jeunes acteurs comme ça, et ça donne toujours des scènes assez, je trouve, marquantes. Bref, donc voilà. Donc en fait, le film s'ouvre dans un contexte comme ça très politique, légal, etc. Et on a une première scène. Enfin, c'est pas tout à fait la première scène, mais avec une avocate. Et il y a quelque chose de très procédural. En plus, c'est Jeanne Herry qui est donc une réalisatrice et pas une actrice qui l'incarne. Je trouve qu'elle joue pas très bien, et je trouve que ça commence de façon un peu et peut-être pour préciser, en fait, ce qu'elle doit faire, c'est recueillir des témoignages qui vont dire, une fois que sa fille sera née, qu'elle est présente pour l'enfant pour pouvoir être reconnue légalement. Voilà. Exactement. Mais du coup, elle doit recueillir des témoignages avant même que l'enfant soit né, disant qu'elle est une bonne mère alors qu'elle n'est pas encore mère. Enfin bref, il y a un truc comme ça un peu de non-sens. Et en fait, très vite, le film, il prend quand même quelque chose de... On se concentre vraiment sur elle, sur son intime. C'est vraiment même pas tant sur le personnage de Monia Chokri, c'est vraiment sur le personnage d'Ella Rumpf. Et ça, je trouve ça assez beau. En revanche, je trouve que du coup, c'est un film qui veut vraiment parler de la maternité de façon assez universelle. C'est écrit sur les affiches que c'est un film universel. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas voulu l'ancrer dans un film lesbien presque. Ils parlent d'une comédie romantique, d'un film très universel. Et je trouve que c'est là où peut-être c'est un peu dommage. C'est que du coup, ils veulent créer un espèce de discours sur la maternité. Donc, il y a une grosse partie du film qui est aussi sur la relation de Ella Rumpf avec sa mère, Noémie Lovski, qui elle est une grande pianiste. Qui s'est pas trop occupée d'elle, qui n'a pas été une très bonne mère, mais dont elle doit choper le témoignage. Recueillir un témoignage. Et je trouve qu'en fait, le film, ça prend une grosse place, en fait, et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on en vient tout de suite à des trucs assez vus et revus, je trouve, dans le cinéma français. Et voilà, et on s'éloigne un peu du sujet de base. Et je trouve que le film, il a un côté peut-être un peu sage et à peut-être vouloir satisfaire un peu tout le monde et à être comme ça très, très universel, qui le fait peut-être un peu perdre enfin, c'est pas radicalité, mais peut-être j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus... je sais pas, peut-être un peu plus sur leur couple, un peu plus...
j'ai pas le terme. Ouais, non, mais en tout cas un peu plus peut-être intime sur le couple et moins sur la relation avec la mère. Voilà. Avant de donner la parole à David qui du coup l'a découvert à Chéri Chéri, moi j'ai vu ce film cet été dans un festival pas très loin de Cahors où c'était une nuit où ils projetaient plein de films et du coup j'étais dans un sac de couchage allongé dans l'herbe avec du vin et de la bouffe à regarder ce film et c'était une très bonne soirée. Et toi David, est-ce que ça t'a... K2 Bobo. Voilà, alors c'est un peu moins champêtre, mais est-ce que ça t'a plu des preuves d'amour ou tu rejoins Manon sur cet entre-deux? Non, moi ça m'a beaucoup plu et moi j'ai peut-être pas le même avis que toi là-dessus sur le côté que le couple lesbien est peut-être pas assez revendiqué. Moi justement c'est ça que j'ai aimé, c'est l'aspect que c'est la vie normale d'un couple lesbien, enfin la vie banale, je sais pas comment dire, c'est-à-dire que en effet elles sont caractérisées comme lesbiennes puisqu'elles sont en couple et en fait moi ça m'a pas gêné et au contraire j'ai aimé que tout d'un coup ce soit pas le sujet et que ce soit vraiment l'histoire de et de devenir mère plutôt, voilà, c'est et ça, devenir mère quand tu portes pas l'enfant parce que c'est quand même ça beaucoup l'enjeu et ce que beaucoup de gens lui font remonter. C'est ça, et en plus c'est à la fois un combat et c'est aussi toute l'introspection de comment tu penses, enfin cette espèce de charge mentale d'essayer de dire il faut que je sois irréprochable aux yeux de tout le monde, aux yeux de ma famille. Ce personnage il a plus que sa mère avec qui elle s'entend pas comme tu as dit, et du coup, enfin elle s'entend pas, sa mère ne s'est jamais occupée d'elle et elles se fréquentent très peu, et donc du coup elle sait qu'elle doit avoir des lettres, des témoignages de sa famille, mais en fait, elle n'en a pas. Et en fait, tout d'un coup, elle a l'impression que ce combat, il est vain et qu'elle n'arrivera pas. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant. Enfin, moi, que j'ai vraiment aimé dans ce film, c'est cette partie-là. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. C'est ce sujet-là de récolter des preuves d'amour. En fait, c'est ça. Genre, on avance comme ça. Moi, je trouve que c'est ça que j'aurais vraiment aimé voir creuser. Et surtout qu'il y a un truc assez cruel qui est qu'elles se rendent compte qu'en fait, elles peuvent pas avoir que des témoignages de leurs copines lesbiennes et que donc, en fait, il y a un truc où elles doivent aller chercher des témoignages légitimes, soi-disant, de la part de couples hétéros. Rita, je crois que toi, t'es un peu plus dur sur des preuves d'amour. Oui, c'est dommage parce que justement, alors par rapport à ce que tu dis David, je pense que c'est quand même le sujet du film parce que de fait, un couple hétéro n'aurait jamais eu à devoir se justifier comme ça. Et de fait, moi, j'adore l'idée de montrer un couple lesbien dans sa banalité, normalité, et c'est une représentation dont on a cruellement besoin et en plus en ce moment, tu vois. Donc ça, je trouve ça très intéressant. J'adore cette idée de même le titre du film, des preuves d'amour. Je trouve que c'est tout cet univers-là. Je suis fan. J'avais pas trop de problème avec l'idée de creuser la relation entre le personnage de Noémie Lovski et le personnage d'Ella Rumpf parce que c'est intéressant, cette fille qui se dit moi ma mère elle a pas été une mère comme il fallait, moi j'ai envie d'être l'inverse, machin. C'est pas impossible. On a beaucoup vu des trucs sur la paternité relou au cinéma, je trouve que sur la maternité comme ça c'est moins le cas. Et je trouvais ça pas très inintéressant. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de faire de Loïc Lovski une pianiste et que du coup, genre, on a 14 scènes de elle qui fait du piano sur les valses les plus vues et revues du cinéma de l'histoire? Non, je pense que c'était pas nécessaire. Est-ce que c'est pas un sujet qui peut être lié au fait qu'on passe du court au long et que du coup on essaie de gonfler peut-être des enjeux? J'ai eu un peu. Alors j'ai pas vu le cours en question. Le cours pour moi c'est vraiment juste dans la salle d'accouchement. Pour le coup, elle a complètement étiré son histoire, mais sur complètement d'autres enjeux quoi. En fait, moi dès le départ, il y a un truc et ça c'est un problème clairement un problème parce que pour le podcast, je me suis amenée à voir beaucoup de films indépendants français et que donc il y a un moment où la photo, les décors, les costumes, la BO, c'est le nouveau cinéma indépendant français. Pour moi, ça m'a rappelé Le Beau Rôle qui était sorti l'année dernière. C'est la même image, c'est les mêmes seconds rôles, c'est les mêmes. En fait, je sais pas comment l'expliquer que y a un moment où du coup, vu que l'histoire du film m'intéresse, c'est vraiment un sujet qui me passionne et je trouve ça trop intéressant. Le problème, c'est qu'y avoir accolé ce que je vois souvent dans le cinéma français indépendant, ça fait que je me suis sentie très détachée et j'étais moins en lien avec des personnages. Par ailleurs, Monia Chokri n'existe pas dans ce film et ça serait pas si grave en soi si le sujet c'était pas la maternité. Et de fait, elle est enceinte. Alors c'est beaucoup plus intéressant effectivement d'avoir le point de vue de celle qui ne l'est pas. Mais il y avait quand même un truc où moi je crois pas trop en leur couple. On leur donne une scène de sexe et une scène dans une boîte de nuit qui est hyper vu et revu encore une fois, genre la scène de rave. Ouais. En fait, j'arrive plus. Mais de toute façon, je crois que Félix est en croisade contre les scènes de boîte de nuit dans les films français. Moi, j'ai l'impression que pour avoir un financement, il faut. C'est ça, et sur la même type de musique, là, c'est sur Flume, quoi. Enfin, bon, bref. En fait, je sais pas comment dire. Je trouve que. En fait, vu que le film en plus il se passe en 2014, voilà. Le film se passe en 2014 et ça, au début, j'étais là, ok, mais en fait, ça n'a aucun intérêt si ce n'est de dire qu'elles sont parmi les pionnières. Et ça, j'aimais bien la
scène avec, je savais pas que c'était Jeanne Herry, c'est marrant. Jeanne Herry, donc qui dès la première scène lui dit vous êtes les pionnières, donc c'est vous et votre femme contre le reste du monde. C'est-à-dire vous êtes les premières à faire partie de cette première batch de premier groupe de personnes qui vont faire un enfant par PMA. Et en fait, il y a plein de collections de scènes qui par moments étaient très intéressants et que j'ai trouvé super belles, mais à la fin du film j'ai pas été très émue, sauf sur cette dernière scène qui m'a effectivement cueillie à l'hôpital où en fait là il y a des regards, tu vois, là je sens Monia Chokri et Ella Rumpf et je sens leur couple. Le reste du film je sentais pas leur couple. Il y a même un moment où il y a une dispute, en fait pendant tout le film elles sont hyper copines et il y a un moment où tu sens qu'on est à 1h15 et sur 1h30 il faut créer un moment de tension et elles se disputent, c'est hyper violent en plus je trouve comme dispute, où il y en a Monia Chokri qui vraiment lui dit t'es pas enceinte parce que t'étais pas prête, t'étais nulle, je sais pas quoi, j'étais waouh et ça sort un peu de nulle part et donc ça m'a un peu détachée du film et donc in fine je veux absolument pas cracher sur ce film parce que c'est déjà rien que dans ce climat que ce film existe, bravo, tant mieux. Je touche du bois pour que ça continue à exister. Malheureusement, je suis pas hyper emportée, mais je pense que je suis minoritaire et tant mieux. Les gens l'adorent. Les gens ont un gros coup de cœur sur ce film. Je pense que c'est tant mieux. On n'a pas dit que c'était quand même assez drôle. Ah, moi j'ai rigolé, hein. Les gens ils rigolaient. Oui. Non, c'est à cause du vin et des sacs de couchage. J'ai pas vu que de l'eau dans mon sac de couchage. Non, mais elles sont charmantes. Elles sont clairement charmantes. Quelle scène? Très très drôle, la scène du médecin. Ah oui, c'est drôle. Ah non, ok, pardon, c'est vrai. Ouais. Oui, il y a une scène, il y a une clé. Elle était hilar. Et si je peux préciser, parce qu'il y a une vanne, tant pis je la spoil, mais parce qu'il y a une actualité dessus qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment donné, elles galèrent à trouver le prénom de leur enfant. Finalement, elles se mettent d'accord pour un prénom qui commence par un S, avant de se rendre compte que le nom de famille c'est Steyer et que donc ça va faire SS. Ouais. Et non seulement c'est très drôle dans le film, mais surtout depuis, il y a le fils Sarkozy qui l'a fait. Ah, c'est vrai? Et oui. Mais il s'appelle Comment Louis. s'appelle Ah non, il a eu un enfant. Louis Sarkozy, il a une fille, il a un fils qu'il a appelé Scylla, si je dis pas de bêtises, et Scylla Sarkozy, donc SS. Tu voulais rajouter quelque chose, David? Non, je... Comme ta mère, t'as dit? Comme Ahmed Scylla. Ah, comme Ahmed Scylla, je comprenais. C'est sûr, c'est un hommage. Oui, c'est une référence mythologique. David? Oui. Non, je voulais juste dire que j'étais d'accord avec Rita sur la musique et non, mais désolé, je reviens juste là-dessus. Non, bien sûr. Et la musique de 2014. Non, sur la BO, je pense. Oui, voilà. Et le piano et le télé. Ouais. Tout à fait. Et c'est intéressant parce que moi, j'ai assisté à une séance en présence de la réalisatrice d'Alice Douard. Et en fait, c'était très intéressant parce qu'on lui a posé une question sur l'enjeu, pourquoi cette musique et tout. Et j'ai l'impression qu'elle n'a pas vraiment su nous dire le véritable enjeu. C'est-à-dire qu'elle voulait créer un lien entre la mère et la fille, puisqu'en fait, chacune sont musiciennes. Parce qu'elle est DJ, la fille. Voilà. Oh, mais ça, tu vois, ils le disent en une phrase, mais voilà. Oui. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a autant de musique, entre guillemets, pour créer le lien entre les deux. Pardon ? On comprend qu'elle bosse de nuit alors que sa femme bosse de jour. Mais... Non, mais, mais le lien entre pianiste et DJ. Ah oui, non, la musique. Non, mais ça, à la rigueur. Mais c'est juste que, en effet, je suis d'accord avec toi que ça prend énormément de place pour pas dire grand chose. C'est-à-dire que la scène finale se passe quand même à un concert de la mer, tu vois, il y a un truc, et c'est pas un spoil ce que je suis en train de dire, juste c'est le point culminant qu'on t'annonce dès le début, c'est un concert de la mer, mais ça n'a pas vraiment d'incidence. En fait, t'as l'impression qu'ils ont voulu créer un métier qui faisait que la mère allait être absente dans l'enfance et qu'ils se sont dit pianiste assez connu, ça fait qu'elle voyage, mais ça aurait pu être. C'est assez cinématographique. Hein, mais musique, là, ça l'est pas, je trouve. Et tu vois, elle aurait pu être hôtesse de l'air, elle aurait pu être plein de choses qui font qu'elle est pas à la maison, et ils ont choisi pianiste pour montrer qu'elle était torturée, un peu génie, un peu genre l'art avant tout. Je trouve que c'est un écueil très très cinéma français de retrouver notre focus sur les artistes au cinéma. Moi je voulais juste souligner la nouvelle direction de carrière de Monia Chokri que j'adore. Cette année elle est dans 3 films français dans des couples lesbiens et je trouve ça marrant, genre j'ai l'impression qu'elle a complètement arrêté. Elle a bien raison. Elle est dans Vive les lesbiennes, on l'a pas encore arrêté la réalisation. Enfin j'en sais rien, mais en tout cas elle se dirige en tant qu'actrice dans des films français et elle est dans le film de Nathan Ambrosini. Elle est prochainement. Elle est dans ce film-là et elle est également dans... J'ai un trou. Et tu nous diras quand on va retrouver. Dites-nous en commentaire dans quoi joue Monia Chokri. Et donc on vous encourage quand même à aller voir des preuves d'amour, oui, franchement. Avec le bémol, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps sur cette histoire de pianiste. Si vous ne voyez pas 30 films indépendants français par an, en vrai, c'est quand même très appréciable. Je pense que moi je suis agacée avec certains poncifs, mais c'est vraiment le haut du panier. C'est un bon film, c'est un premier film, on est d'accord? Oui. Ça a les poncifs d'un premier film, mais c'est normal. Mais il y a des très belles interprétations et le sujet est vraiment sublime. Genre, allez le voir et faites-le voir à des gens qui pensent que c'est hyper facile aujourd'hui de faire un enfant quand
quand t'es pas hétéro. Tu vois la galère que c'est. Et encore qu'elles sont déjà enceintes, mais elles le disent à un moment. On a dû aller à l'étranger, on a dû faire je suis boostée d'hormones tous les jours. On doit avoir c'est un parcours du combattant, quoi. C'est important que ce film existe. Et donc allez voir Des preuves d'amour qui est au cinéma en ce moment et on change radicalement d'ambiance avec le Running Man d'Edgar Wright. Ben Richards, 35, married, one child, in medical crisis. We need money for a doctor now. Ben, what is up? Employment status, blacklisted. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous pitcher le film? Tout est dans la bande-annonce, mais je vais quand même le pitcher pour les gens qui parleraient pas anglais, en fait. J'aurais dû la mettre en VF. Ouais, je me suis posé la question. Oh, quand même pas. Non. Si. Quand même pas. Oh non. Dans un futur proche, The Running Man est l'émission numéro 1 à la télévision, un jeu de survie impitoyable où des candidats appelés les Runners doivent échapper pendant 30 jours à des tueurs professionnels sous l'œil avide d'un public captivé. Ben Richards, ouvrier désespéré prêt à tout pour sauver sa fille gravement malade, accepte l'impensable, participer à ce show mortel. Laurent, on va quand même dire que c'est un remake d'un film des années 80. C'est même la 115e adaptation d'un roman de Stephen King au cinéma. Et apparemment, c'est un plagiat d'un film français des années 80. Alors, c'est plus compliqué que ça. On va pas revenir sur cette histoire-là, mais. En quelques mots, Yuri. Non, mais en gros, Running Man est un roman de Stephen King adapté au cinéma 5 ans plus tard, en 1987, avec Arnold Schwarzenegger, par Paul Walter Glaser. Et le film, il y a un film français qui s'appelle Le Prix du danger, qui a le même principe, le même pitch, globalement les mêmes rebondissements. Sauf que ça se passe dans les années 80 et pas dans le futur. Oui, sauf que ça se passe dans les années 80 et surtout le film est sorti en 83, 4 ans avant le film Running Man, mais le film français est lui-même basé sur une autre nouvelle qui prédate de 20 ans celle de Stephen King, donc c'est un bordel. Et globalement, Yves Boisset, le réalisateur du film français, a porté plainte contre la production américaine et il a gagné. Donc il a été reconnu, le film américain a été reconnu comme étant un plagiat du film français, sachant que le film américain de base n'a pas grand-chose à voir avec le roman de Stephen King. Voilà. Et on a fait un focus sur les adaptations de Stephen King. Laurent, alors ce Running Man nouvelle itération, est-ce que ça vaut le coup avec Glenn Powell dans le rôle de Ben Richards? Ça vaut le coup si vous voulez voir une grosse bisserie un peu coconne, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas y aller chercher grand-chose d'autre. C'est un film d'action. C'est pas une bisserie, ça coûte 120 millions de dollars. Enfin, c'est pas une bisserie. Tu m'écoutes, tu me laisserais, tu m'aurais écouté à l'époque. Les Avengers Endgame pour moi c'est une série Z. Hein, donc c'est vraiment une bisserie. Donc voilà, mais tu peux mettre beaucoup d'argent dans des bisseries. Hein, ça leur apprendra. Hein, s'ils perdent de l'argent, c'est pas de ma faute. Mais le fait est que non, c'est-à-dire qu'il y a le concept de base est assez fort. Il y a des scènes de comment on appelle ça, il y a des scènes d'action qui fonctionnent assez bien. Moi, je trouve qu'il y a des moments assez cool et assez marrants. C'est un film que tu regardes plutôt sans déplaisir, je trouve. Enfin, c'est assez friendly, tu vois. Donc ça se regarde assez. Le film est amical. Non, mais ça se regarde assez facilement, tu vois. C'est pas un film difficile. Faut pas trop se prendre la tête. Je trouve qu'il touche des trucs un peu intéressants quand il essaye de montrer que que les gens de la télé essayent pas vraiment de jouer selon les règles et qu'ils ont pas vraiment envie de le tuer en fait au début. Ils ont pas vraiment envie de machin et que tu te rends compte qu'en fait que c'est un peu plus compliqué que ça. Tu veux dire qu'il y a le jeu a une narration. Voilà, il touche le doigt sur quelque chose qui est assez cool. Malheureusement, c'est pas très bien foutu, quoi. C'est-à-dire que il essaye il y a tout un tas de scènes qui sont un petit très explicatives où en fait on vient te dire avec des dialogues ce que t'es censé comprendre du film. Et honnêtement, c'est pénible, c'est-à-dire qu'il aurait eu un tout petit peu plus confiance en son public. Sachant que c'est un film réalisé par Edgar Wright, qui est plutôt un cinéaste qu'on aime bien. Qui est plutôt un cinéaste de moi que j'aime bien, mais enfin, je dois t'avouer que Baby Driver, j'ai trouvé ça quand même pas terrible, et que celui-là... C'est pas ce qu'il a fait de mieux, ouais. Donc c'est vrai que ça commence à faire beaucoup de films, et surtout longtemps, parce que ça fait longtemps qu'il a pas fait de film, qu'on va pas faire des trucs très intéressants, donc ça commence à être un peu compliqué, mais j'attends de voir des choses mieux que ce qu'il n'a fait là. Toujours est-il que oui, c'est un film qui est très explicatif, qui prend pas son spectateur pour des gens très malins, et c'est dommage parce qu'il y a vraiment des moments pénibles où en fait on le voit discourir et au final on a envie de dire mais en fait juste
ferme ta gueule, on avait compris ça, et essaye plutôt de me développer en fait justement la position ambiguë des mecs de la télé autour de ce jeu télé qui est évidemment plus scripté qu'on l'imagine, et en même temps un peu plus c'est un peu plus fin que ça. Ça reste une sorte de nouvelle adaptation d'un truc de Stephen King qui a été fait genre un des trucs les plus scandaleux des années 80 avec Schwarzenegger qui fait n'importe quoi. Donc faut pas l'original est quasiment un nanar quoi. Enfin, est-ce que toi tu l'as maté pour la première fois là pour le C'est-à-dire qu'il faut comprendre quand même que pour moi, les attentes autour de ce film peuvent pas être bien supérieures aux attentes qui ont pu être créées par le film des années 80. C'est un gros film d'exploitation. C'est dommage qu'il croit pas suffisamment en son sujet, il croit pas suffisamment en son public pour réussir à le passer du côté des bons films. Mais honnêtement, c'est pas du tout une si grosse catastrophe pour moi. Il y a vraiment des moments fun, il y a des trucs qui marchent. Ça reste une grosse débilité d'action. Moi, ça me va à peu près, mais j'avoue, j'ai oublié un peu une bonne partie du film. Et tu vas nous faire une éloge de la stupidité tout à l'heure, donc au moins t'es cohérent. Je veux dire, je suis assez cohérent avec ce que je pense. Félix, toi, tu défends Edgar Wright jusqu'à Baby Driver pour le coup. Non. Ah bon? Pas trop, non. Ah bon? Non, mais je suis pas très fan de Baby Driver. J'aime plutôt bien la première partie de Last Night in Soho. Et après, je trouve que ça devient pas très bien. C'est vrai que c'est lui qui avait fait ça aussi, que je trouve quand même pareil, pas dingue, quoi. Non, mais tu vois. Mais Hot Fuzz, ça reste un putain de film. Ouais, après, génie, quoi. Depuis qu'il a quitté Nick Frost et Simon Pegg. Depuis qu'il a quitté le Royaume-Uni, quoi. Oui, effectivement, c'est un peu moins intéressant, c'est moins mordant. En fait, moi, je trouve que je suis d'accord avec Laurent, c'est pas une catastrophe, c'est juste que c'est hyper plat et que j'attends pas ça de Edgar Wright qui se transforme plus ou moins en espèce de yes man pour des studios. Alors il fait son truc, c'est plutôt bien fait, je trouve qu'il y a des séquences qui fonctionnent, notamment toute une séquence au début dans un immeuble qui est plutôt bien foutu, où il réfléchit vraiment à comment il peut faire une course-poursuite assez marrant avec un espace assez confiné, etc. et des trouvailles pour s'échapper, je suis un peu des souris qui dévoilent une bouche d'égout, etc. Enfin, je trouve qu'il y a des trucs comme ça visuels qui sont pas inintéressants et assez rigolos. Le problème, c'est qu'effectivement c'est hyper explicatif sur le propos qui est hyper con et qui malheureusement aurait mérité un peu plus de subtilité, même s'il y a un truc qui est assez intéressant où tu sens que le film essaie de t'expliquer que la télé effectivement cherche une narrative et cherche à récupérer même sa lutte pour quelque part en faire un espèce d'argument promotionnel, et je trouve qu'il y a un truc comme ça, il touche du doigt des trucs qui sont super intéressants, malheureusement il va pas du tout 100 milliards de fois. C'est pas très nouveau. C'est un peu Hunger Games, non déjà, parce que c'est la même chose sur comment il détourne son rôle à elle, etc. On se faisait la réflexion avec Yuri quand on a vu le film, parce qu'on l'a vu ensemble, faire un film sur les dangers de la télé en 2025, bravo quoi. Genre les médias du 20e siècle, c'était dur, tu vois, d'un côté, genre bravo. Oui, après ce qui dit de la télé aujourd'hui reste je trouve assez juste, mais c'est juste que malheureusement un peu daté, il y a toujours la télé, la réalité c'est qu'il y a quand même pas mal et que ça fonctionne toujours pareil, mais que t'as beaucoup de mecs sur YouTube en fait, tu vois, sur internet qui refont un peu la même chose, bien sûr, et il aurait fallu l'élargir et le moderniser, et de manière générale je trouve que effectivement il y a un gros problème de modernité dans le film, parce que en fait c'est hyper daté, même dans l'esthétique quoi. La direction artistique du film est catastrophique, je veux dire, j'en peux plus des futurs comme ça avec des écrans et des espèces de l'infographisme et le mec porte des pumas. Oui, non mais ça c'est pas très. Je trouve pas ça horrible, mais je trouve ça c'est juste plat, quoi. Bah ouais, c'est-à-dire qu'on dirait qu'on est devant Minority Report, sauf que Minority Report ça a 20 ans. Mais même, je suis désolé, il y a un truc. Il y a un truc tout con, mais moi, les caméras drones rondes qui volent toutes seules, moi j'ai déjà vu ça dans la série des lapins crétins, il y a ça, si tu veux. Il y avait ça dans Superman cette année, enfin je veux dire, effectivement, tout le design, ce futur-là, cette police surmilitarisée et ces espèces de hunters qui sont là pour chercher du coup les... Qu'est-ce qu'il y a, Rita ? Ah, rien, juste tu souris, d'accord. Non, j'allais juste dire, du coup, est-ce que vous pensez que c'est plus possible de filmer le futur ? Parce que j'ai l'impression que c'est un running gag cette année c'est compliqué. De comment t'inventes le futur, dans la mesure où maintenant on a un peu fait tous les trucs et qu'on a bien compris ce qui allait pas fonctionner, genre les voitures volantes, ok, non. Il y a une vraie question effectivement là-dessus. Il suffit de regarder Arco et d'avoir des bonnes idées. Tous les blockbusters récents ont grave du mal à filmer effectivement le futur, en tout cas à le réinventer. Donc bref, tout ça pour dire que moi personnellement j'avoue que j'ai pas passé un mauvais moment, je me suis pas ennuyé, mais je trouve le film quand même extrêmement plat, et c'est aussi dû au fait que Glenn Powell, j'avoue que je n'y crois pas, je trouve pas que ce soit un très bon acteur. Là il est censé jouer un mec hyper énervé, et en fait il a tellement un cachet sympathique et un peu bonnet que du coup je crois pas, j'ai juste l'impression qu'il est schizo et qu'il y a d'un moment donné il pète des câbles en hurlant face caméra des trucs et qu'ensuite il redevient sympa. Enfin je trouve que vraiment il y a par contre
tout le casting autour de lui, et ils sont tous super, mais lui, je trouve que c'est vraiment un miscast, et ça m'étonnerait pas que le film se plante en partie à cause de ça, parce que je pense que tu mets quelqu'un d'autre qui peut-être est un peu plus, c'est pas de sa faute, plus moi je l'imagine plus en stoner ou un non, truc mais comme ça. Son personnage n'existe pas. Son personnage se contredit de scène en scène. Enfin, vous êtes content de voir Coleman Domingo au moins. Bien sûr. Mais je veux dire, je pense que tu mets quelqu'un d'autre qui a déjà peut-être un truc en plus à apporter au perso, bah tu vois, ça enrobe un peu plus l'histoire. Là malheureusement, pas de perso. Mais juste, est-ce que je peux dire que le pitch et la bande-annonce m'a fait penser à un film auquel Tom Cruise, ça marche. Enfin, un peu plus. Auquel je repense heureusement pas si souvent, c'est Ultimate Game avec Gerard Butler et des condamnés à mort qui se tapent dessus dans une émission de télé-réalité. C'est un peu le même délire. Et en vrai, t'as des histoires aussi avec des courses-poursuites de gens dans des télé-réalités où c'est la même chose mais avec des bagnoles en fait. C'est plus marrant avec des bagnoles. Le concept est déjà surusé et qu'en fait, depuis des siècles. Même la question du voyeurisme, etc. est pas du tout adressée en fait, alors que on est censé nous promettre ça. Donc du coup, c'est pour ça que je trouve qu'il y a vraiment, toutes les thématiques qui veulent être abordées sont abordées d'une manière complètement abjecte par rapport à notre monde actuel, quoi. Yuri. Bah moi c'est vraiment un des pires films que j'ai vu cette année. Enfin non mais vraiment. J'allais dire que tu veux tirer sur l'ambulance, mais là il a sorti la calache. Non mais moi j'ai souffert. Moi je vous trouve mais étonnamment gentil par rapport à ce film-là. Moi j'ai vu bien pire. Ah bah pas moi. Mais non mais vraiment je vous trouve étonnamment gentil par rapport à ce film parce que déjà, en effet, ça vient d'un réalisateur qui sait mieux faire que ça. Donc déjà, il y a un niveau d'attente pour moi qui est pas celui-là. C'est un film d'une platitude, mais juste dingue et avec une sorte en plus de cul entre deux chaises, de pas savoir exactement ce qu'il veut faire, soit un film d'action hyper bourrin, soit un vrai pamphlet politique. Et en fait, les deux ne communiquent jamais, ce qui fait que le film d'action est pas assez bourrin et le pamphlet politique est juste hyper con. Et du coup, il y a un vrai souci pour moi conceptuel même dans la création du film. C'est-à-dire que le film aurait démarré avec Glenn Powell qui débarque et qui dit « Je veux faire partie de votre jeu » où en gros on se massacre tous les uns les autres. Et au fur et à mesure, t'apprends qu'il a une femme, un enfant, machin, etc. Mais là, comme on me le livre de prime abord, on me dit en fait il a une femme, et en fait il a aussi une fille malade et puis tout ça. Ça aurait pas été mieux avec un accent allemand aussi quand même. Oui, non mais peut-être. Mais en fait alors oui, le film de base est un nanar, mais au moins c'est un nanar. Enfin, il y a un truc où genre en fait quand tu vois débarquer un gros monsieur asiatique et le commentaire dit « Il va faire de ses ennemis des sushis !» Enfin, t'es genre c'est un niveau de racisme. C'est les années 80. Enfin, c'est vraiment très très énervé quoi. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui c'est un film avec un budget de blockbuster qui globalement est un nanar. Et le problème pour moi quand même du film, c'est qu'il veut faire du cool, c'est-à-dire qu'Edgar Wright il veut en permanence être cool, et pourquoi pas faire un film cool, un peu pop, un peu clip et machin, ça aucun problème, sauf que ce que tu disais Félix, le point de départ du film, on va dire son thème principal, c'est le voyeurisme et comment dire, la société du spectacle emmène les gens vers encore plus de voyeurisme et etc. Sauf qu'en fait le film fait exactement ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le film se délecte complètement de voir Glenn Powell massacrer des gens, et même à la fin il justifie complètement ce truc là de dire mais en fait la violence c'est quand même un peu cool quand c'est bien filmé et que c'est monté sur une musique pop. Et je suis désolé, donc à la fin la scène dans l'avion où il massacre tout le monde, moi en tant que spectateur t'es censé ressentir une espèce de cool quand même parce qu'il en met plein la gueule, sauf que t'es complètement dans la position des spectateurs du jeu. Et je trouve que c'est ça qui est plutôt malin en fait. Moi je suis désolé, moi je pense que le film se prend complètement les pieds dans le tapis d'un point de vue juste de son point de vue et de ce qu'il veut nous raconter, ce qui fait que moi à la fin je suis hyper mal à l'aise par rapport à un film qui te dit regarde quand même à quel point la télé incite la violence, et qu'en fait lui-même il dit ouais mais la violence c'est quand même cool quand il y a une musique pop et quand il met des tatanes à des gens qui se font broyer par des réacteurs. Et du coup je trouve qu'il y a un truc un peu de très bizarre, moi qui m'a mis très mal à l'aise, et je trouve qu'en fait pour moi il rate complètement le projet de son film. Voilà. On vous laisse là-dessus. Vous n'avez pas envie de répondre à Yuri? Non, je trouve qu'il exagère un petit peu, et que mais dans l'absolu, si tu veux, ça reste pas un très bon film. J'ai pas envie de soutenir en disant les gens pourraient voir ce film. On le laisse à terre. Non, ça reste un film très clairement dispensable. Je trouve vraiment hyper gentil parce que je vous ai connu, je vous ai connu beaucoup plus genre. Parce que c'est un peu macabre, tu vois. Mais Fast and Furious c'est mieux que ça en fait. Non, mais Fast and Furious il y en a de ces chefs-d'œuvre. C'est vraiment mieux que ça. Je suis pas d'accord. Franchement, Fast and 8, 9, c'est vraiment juste nul. Je te dis pas que tous sont mieux que ça. Il y a des Fast and Furious qui sont plus honnêtes que ça. Le 8 c'est un pur chef-d'œuvre. Il y a énormément de blockbusters américains. Le 7, mais on fera un autre débat sur Fast and Furious un jour, c'est pas le sujet. Donc c'est tout à fait dispensable d'aller voir ce Running Man. En revanche, ça va nous permettre d'ouvrir un focus sur la course-poursuite au cinéma. Jingle. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurette.
Burette qui est l'aviateur anglais. Voilà. Oui, c'est ça. Et donc on s'est demandé cette semaine en focus pourquoi on fuyait autant au cinéma et on vous a demandé sur les réseaux comme d'habitude quelles sont vos courses-poursuites préférées. On a eu pas mal de Missions Impossibles, du Mad Max, Catch Me If You Can, divers James Bond, Follow, la séquence finale de Collateral de Michael Mann, Boulevard de la Mort et la route d'une bataille après l'autre de PTA, enfin, la séquence de la route. Donc assez récemment t'as dit ah ouais pourquoi ? Pour j'ai déjà oublié. Boulevard de la Mort ? Oui, pour le Boulevard de la Mort, absolument. Parce que tu... Voilà, sénilité. Je t'ai pas appelé. Hein. Donc voilà, on s'est posé cette question-là. Peut-être la première question sur laquelle j'aimerais ouvrir ce focus, c'est que finalement la poursuite, donc c'est-à-dire un personnage qui en poursuit un autre, c'est une structure narrative extrêmement primaire, mais en même temps extrêmement efficace. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui doit s'enfuir et un autre qui doit le rattraper, Yuri. Bah c'est un peu le côté gendarme et voleur, c'est-à-dire que t'as quelqu'un qui cowboy indien. Bah voilà, c'est le renard vipère. Et du coup, non mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait c'est une structure narrative en effet qui est hyper structurante pour le cinéma depuis ses débuts, parce que en fait filmer le mouvement, raconter une histoire hyper simple par des gestes qui peuvent être compréhensibles par tout le monde. Il y a énormément de films muets qui se sont frottés à ça. Évidemment, il y a plein de films de Buster Keaton qui viennent à l'esprit, où tu as des personnages qui vont du coup se faire des courses-poursuites et il va leur arriver des trucs plutôt marrants avec des cascades et des choses comme ça, des décors qui se pètent la gueule. On pense à l'image de Harold Lloyd, le comédien qui est pendu à une horloge. Qui fait partie d'une séquence de course-poursuite. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que cette forme-là, en tout cas cette structure-là, elle est hyper propre au cinéma, c'est que tu ne peux pas faire une course-poursuite au théâtre, tu ne peux pas la faire... Disons que t'es limité dans l'espace, ils peuvent courir d'un côté à l'autre de la scène. Mais... Voilà, nous on l'a fait pour la microcritique. Mais on va dire qu'il y a quand même un truc qui est propre à la grammaire du cinéma, d'inscrire des personnages dans un espace, de jouer sur la vitesse, de jouer sur le suspense de qui va rattraper l'autre, et du coup par conséquent ça nourrit tout un tas d'imaginaire et d'histoire. Et du coup c'est intéressant de voir que le cinéma il revient en fait en permanence comme une espèce de carte qui sort à chaque fois, en fait c'est une espèce de joker, puisque en fait c'est une forme qui va se retrouver dans tout un tas de genres, dans tout un tas de registres et sur toutes les époques. En fait c'est même tellement ancré que c'est donné comme exemple dans à peu près tous les manuels d'écriture de scénario. Exactement, ouais. Où on te dit genre bon bah là c'est à peu près la période où vous voulez caler un peu les scènes que vous voulez caler avec les courses poursuites, si vous faites des films d'action, des machins. C'est tellement en fait c'est considéré presque comme un passage obligé. C'est limite on conseille aux gens d'en mettre tellement c'est un truc qui est hyper classique et hyper cinématographique. Bah c'est une expression surtout à l'époque du muet où effectivement du coup t'as pas les dialogues. Il y a un truc de voir un corps en mouvement. Enfin d'ailleurs les premiers photogrammes, même le test de Edward Muybridge qui filme du coup c'est un cavalier sur un cheval, c'est pas une course poursuite à proprement parler mais ça reste quand même un cheval en mouvement qui court. Enfin on sent qu'il y a cette espèce de volonté d'aller capturer la vitesse, le mouvement. Ouais exactement, et je pense que ça me paraît complètement logique. Mais c'est pas parce que par définition si tu filmes des images qui bougent et que tu as envie que les gens ne soient pas statiques, une des premières choses à laquelle tu penses c'est qu'ils vont aller vite. Et la vitesse induit souvent le pourquoi est-ce que tu vas vite, parce moi j'ai une phrase souvent qui était si je cours c'est que sûrement on me poursuit et je pense que tu te sens persécuté. Non justement c'était pour dire genre si vous me voyez courir c'est sûrement qu'on me poursuit. Cela étant depuis j'ai commencé à courir mais ça n'a rien à voir avec le podcast. Mais je pense que c'est assez passionnant comme tu le disais Yuri d'imaginer que en fait même n'importe quelle personne qui regarde une image, même une personne qui n'a jamais vu un film avant, un enfant, si tu vois une course poursuite il suffit de filmer un visage, un stress, une personne derrière qui a l'air un peu énervée et des gens qui se mettent en mouvement. Et en fait, une course-poursuite, ça crée un enjeu et donc tout de suite, on peut établir une dichotomie entre des scènes de course-poursuite qui peuvent avoir lieu dans à peu près tous les films de tous les genres. Et c'est même dans une comédie, dans un thriller, dans un drame, dans quoi que ce soit, tu peux avoir quelqu'un qui est poursuivi par quelque chose ou quelqu'un d'autre. Et tu as des films dont le principe même, c'est une course-poursuite parce que le personnage est en fuite de quelque chose ou quelqu'un. Arrête-moi si tu peux, par exemple, c'est un bon exemple de Spielberg où on a Tom Hanks qui passe le film à poursuivre Leonardo DiCaprio. Exactement, ou À bout de course, meilleur titre du monde de Sidney Lumet, qui est un film où la famille de River Phoenix fuit. Et c'est d'ailleurs assez intéressant parce que c'est un film où on ne caractérise pas ce qu'il fuit, c'est le gouvernement américain, donc c'est très très abstrait. Pour autant, ça marche. Alors que souvent en course-poursuite, notamment pour définir les choses de manière assez
assez concrètes comme tu l'expliquais Yuri, il vaut mieux savoir qui court et qui lui court après. Mais alors, tu vois, tu disais, c'est quelque chose, même dans le muet, où on peut sentir très rapidement le stress sur les visages, etc. C'est vrai qu'en fait, très souvent dans les courses-poursuites, même si on peut courir pour différentes raisons, il y a quand même un enjeu de survie dedans. Et donc, il y a cet enjeu très simple de se dire, on a un personnage où si globalement il s'arrête ou il se fait rattraper, il se fait tuer. Et donc. Et le film s'arrête. Et le film s'arrête, exactement. Non, mais du coup, la dichotomie que tu fais qui est hyper intéressante, qui est fait aussi, qui a mené aussi à un moment avec le développement des techniques et surtout les courses poursuites qui se sont fait de moins en moins à pied et de plus en plus avec différents types de véhicules. Il y a déjà des trains et des machins. Oui, il y a déjà des trains dans les Buster Keaton et complètement, ouais. dans le Mécanique général. Ça peut être des voitures, ça peut être un peu ce qu'on veut. Hein. Et du coup, c'était Mad Max. Et il y a du coup aussi cette idée qu'à un moment, dans la carrière d'un cinéaste, va venir la scène, enfin sa grande course-poursuite. Et on pense évidemment à la scène dans Hitchcock, dans La mort aux trousses, où Cary Grant essaie de se cacher d'un avion. Il y a pour Friedkin sa grande course-poursuite de French Connection avec les voitures dans les rues de New York, et où d'un coup, en fait, t'as l'impression que tout le film converge vers ça. Et c'est quelque chose qui, du coup, est hyper excitant aussi en tant que spectateur, de se dire que tu sais que la tension va monter, tu sais que ça va aller là, et notamment dans French Connection, quand il y a cette course-poursuite qui arrive et qu'en fait il n'y a plus aucune ligne de dialogue et que tout ne passe plus que par le montage, etc., tu comprends à quel point le film en fait t'a fait converger toi vers ça pour que tu n'aies plus besoin de savoir ce qui se passe à l'écran. Et jusqu'à Top Gun Maverick d'ailleurs, qui est un peu le même. Et on pourrait dire d'ailleurs, et on va parler là maintenant du volet plus technique, parce que souvent effectivement c'est des prouesses techniques pour voir ces personnages-là, mais souvent ça induit de la rapidité et du mouvement. Et moi je pense à une anti-scène de ça, qui est pourtant une course-poursuite qui est dans OSS 117-2. Bien sûr. À un moment où il est à l'hôpital, blessé, et il se fait poursuivre, mais il est blessé, donc il n'arrive pas à marcher dans les couloirs de l'hôpital. Il est en déambulateur. Et le mec le poursuit, et genre vraiment. Et le mec est blessé aussi, donc en fait, c'est une poursuite de déambulateur qui va à 2 à l'heure, mais qui est découpée, enfin qui est, il me semble présenté comme si c'était une vraie course-poursuite. Parce qu'eux, ils croient qu'ils vont super vite, et après t'as le plan large. Oui, t'as le plan large, c'est ça. Et t'as le plan large, où d'un coup tu comprends qu'ils n'avancent pas. De l'intérêt, tu vois, de dire que les scènes de course-poursuite, ça peut être vraiment tous les genres. Et quand c'est dans une comédie, vu que c'est un truc hyper identifié, la course-poursuite, dès que tu brises un peu les codes de ce qui est habituel dans ça, tu te retrouves avec une superbe scène de comédie. Même les cartoons en vrai, genre. Mais je pense depuis tout à l'heure, je pense qui court dans le vide. Je pense à Titi et Gros Minet aussi, où il y a beaucoup de poursuites, et d'ailleurs tout l'enjeu de chaque épisode, donc c'est savoir s'ils vont se tuer mutuellement. Mais Manon. Non. Ah non, tu redressais juste ton micro, j'ai cru que tu voulais prendre la parole. C'est dangereux de redresser les micros dans cette émission. Ça nous emmène vers notre deuxième point, qui est qu'effectivement, c'est la course-poursuite. Disons que ça crée beaucoup de scènes mémorables, parce que techniquement, dès qu'on a envie de faire une scène de course-poursuite, on se pose la question de comment on va le filmer, et on a envie d'innover. Notamment parce que la magie du cinéma, j'ai entendu récemment dans un podcast quelqu'un qui disait la magie, la magie littéralement, tout comme la magie tout comme le cinéma, c'est des arts qu'on aime parce que quand on les regarde, on a envie de demander comment ils ont fait ça. Et je trouve que les courses-poursuites, ça fait partie des scènes où justement, t'as envie de dire mais comment est-ce qu'ils ont filmé ça ? Pendant tout le truc, t'es là, comment il va s'en sortir et comment ils ont filmé ça ? Et je trouve que c'est vachement cool, et ça te donne envie de voir des réalisateurs stylés, des réalisatrices aussi, et réalisateurs stylés s'emparer d'une course-poursuite, parce que t'es là, comment il va faire ça ? Et comment est-ce qu'il va mettre en scène ? Là, dans Le Pitié et le récent, Une bataille après l'autre, il y a plein de scènes de course-poursuite. Le film est un film de course-poursuite en lui-même. Peut-être dire Paul Thomas Anderson, parce que Pitié, c'est peut-être pas tout à fait clair pour tout le monde. Non, mais dire que c'est le film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre, avec Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Tiana Taylor et Chase Infinity. Dans ce film-là, c'est un film de course-poursuite en lui-même, avec plusieurs scènes iconiques. Et moi, je pense effectivement à celle de la route de la fin, qui est vraiment zinzin, mais surtout. Ou pour les gens qui l'ont pas vu, on pourrait dire ce qui est en fait tout l'intérêt, c'est qu'en fait c'est deux voitures. Non, mais c'est quoi après sur une route qui est vallonnée, qui est linéaire. Donc vraiment, il se passe pas grand-chose, sauf qu'en fait c'est une route vallonnée, et que donc à chaque fois qu'il y en a un qui prend un petit peu d'avance sur l'autre, il disparaît du champ de vision. Mais c'est là que je trouve qu'elle est particulièrement. C'est une idée de génie, parce que je trouve que dans les courses-poursuites, vraiment l'enjeu, c'est d'arriver à ce que les spectateurs ils captent la géographie autour. En fait, et là ils nous perdent. Ouais, et en même temps, ça reste une route toute droite, donc en fait, c'est assez simple, je trouve, pour notre cerveau, et en même temps, elle est vallonnée. Il n'y a pas d'enjeu de se perdre, de on est où, Mais justement, moi, la scène du film dont je voulais parler, c'est la scène où DiCaprio est sur des toits, visuellement qui m'a rappelé West Side Story de Spielberg, par ailleurs, pour le contre-champ de lumière et tout. Et en fait, quand il court sur ce toit, le moment où DiCaprio tombe, j'ai vraiment vu la scène plusieurs fois. À chaque fois, je me disais, mais comment ils ont fait ? Est-ce que c'est DiCaprio qui se casse la gueule ? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas de cut, il n'y a pas de truchement de cinéma, et je me doute qu'il y en a un forcément, ou alors ils ont vraiment
mis en du jeu. VFX, je pense. Pourquoi tu gâches là comme ça, Félix Déjà, tu vas te calmer immédiatement. Je t'ai pu créer en off. Non, connard. Est-ce qu'on va faire un hashtag Félix Mansplainer. Mais cette scène-là, typiquement, c'est pour moi une des scènes de course-poursuite dans le film qui m'a fait me dire voilà pourquoi Paul Thomas Anderson doit faire des films où il y a des courses-poursuites. Et il y en a plein dans plein de films où tu as envie de voir des metteurs en scène et des réalisatrices mettre en scène de la course-poursuite, quoi. Après, avec cette évolution technologique, en fait, il y a eu, notamment avec l'explosion du numérique, évidemment énormément de films qui se sont emparés justement de ça. Moi, je pense que, sans spoiler, ma plus grande scène de course-poursuite, c'est quand même dans la trilogie Matrix 2. Sur une l'autoroute. Une autoroute 4 voies qui est extraordinaire. Et en fait, le truc un peu relou, c'est que je trouve que aujourd'hui, plus dans les années 2010, cette surenchère numérique et du coup tous ces espèces d'effets spéciaux et nouvelles technologies ont complètement déplacé l'intérêt qu'avaient les metteurs en scène. L'idée, c'était plus justement de travailler la matérialité un peu des choses, mais d'un coup de faire exploser plein de trucs. Et du coup, je trouvais qu'on a vite un peu perdu justement cette sensation et cette simplicité que PTA retrouve là, mais que George Miller retrouvait quand il faisait aussi Fury Road. Et c'est pour ça que c'est assez marrant de voir qu'à chaque fois, on a genre 5-10 ans de course-poursuite un peu abstraite, puis boum, Jason Bourne qui fait un truc archi réaliste. Puis reparti sur 5-10 ans machin, et après un film qui remet un peu les pendules à l'heure et qui revient à la base, les gars, Buster Keaton, il filme vraiment les choses. C'est ça, mais on revient toujours à cette grammaire hyper primaire du poursuivant et du poursuivi, et qui du coup et qui, enfin, dans le cadre de Mad Max Fury Road, c'est quand même tout un film sur ça. C'est-à-dire que c'est un film quasiment théorique sur qu'est-ce que c'est qu'une course-poursuite. Puisqu'il y a un poursuivi et je sais pas combien de milliards de poursuivants derrière lui. Et en fait, le film fait le trajet inverse après, qui te fait quand même complètement réfléchir à justement cette structure et vers où en fait ils vont. Et cette notion de voyage, d'aller quelque part. Et est-ce que ça a un intérêt finalement? Est-ce que c'est pas un paradis perdu? En fait, ce que je trouve fou, c'est que dans notre première partie, on a beaucoup parlé de scénario et d'écriture. Là, on parle vachement de mise en scène et de vraiment du rôle de la personne qui réalise le film. Et Félix, ce que tu dis, et pour revenir un peu sur, encore une fois, moi qui suis émerveillée devant une bataille après l'autre, justement parce que j'ai pas envie de me poser la question des effets spéciaux, ou dans un certain temps, les effets spéciaux qui sont faits aussi avec IA et ce genre de choses qui va arriver de plus en plus. De fait, la magie primaire de la course-poursuite, c'est que tu as envie de croire que c'est vraiment en train de se passer. Encore plus qu'avec d'autres choses au cinéma, ça fait partie des petites forme de tension. C'est pas une scène de torture où t'as pas envie de te dire que c'est vrai. C'est pas une scène je veux dire, ça fait partie des choses où si c'était vrai, ça serait pas un drame. Mais parce que je crois qu'il y a la question quand même, et typiquement il y avait Mission Impossible qui était beaucoup citée, de la question de à quel point l'acteur a véritablement pris les risques, etc. dans cette poursuite. Et je vais citer un film complètement improbable. Twilight. Non. Presque. Le Labyrinthe 3. C'est vrai. Parce que dans le Labyrinthe 3... T'es allé jusqu'au 3 Bien sûr. Wow. Dans elle aime trop Dylan O'Brien, elle. Mais bien sûr, Tino, c'est mon point Tino de la soirée. Non, mais parce que dedans, il y a une scène de course-poursuite entre une voiture et un train où ils ont mal calculé l'écart. Et du coup, Dylan O'Brien, il est passé sous la voiture. Et il a eu une commotion cérébrale et le tournage. Mais t'es pas loin, dommage. Ah, t'es hardcore. Le tournage va pas. Non, en plus, c'est un peu fou. Enfin, genre, je crois que ça s'est pas très bien passé. En tout cas, il a passé 6 mois, un truc comme ça, à l'hôpital. Le tournage a été reporté. Comme Jeremy Renner, comment il s'appelle? Jeremy Renner qui joue. Ok, ouais. Je crois pas. Je crois pas qu'il soit devenu maga. Il était juste genre raciste, quoi. On parle de Jeremy Renner là? Ah oui, parce que j'étais là. Bref, mais bref, du coup, je veux dire, ça remet l'église au milieu du village du risque en fait que tu peux réellement prendre quand t'es un acteur qui fait toi-même tes cascades, et en fait de fait aussi les cascadeurs, parce qu'il y a des cascadeurs qui se blessent. Enfin, je veux dire, le cascadeur de Harry Potter, il est quand même handicapé à vie aujourd'hui. Donc en tout cas, c'est des questions où je trouve, c'est vrai que quand on regarde un film de poursuite et notamment des scènes d'action, etc. Moi, c'est toujours effectivement des questions que je me pose quand je vois quelqu'un sauter par-dessus un toit, quand je vois quelqu'un s'accrocher à un train, etc. J'ai toujours ce petit tingling. Voilà. Mais ça aussi, ça revient en fait bizarre. Ça revient aussi à ce truc hyper primaire. C'est-à-dire que Buster Keaton, Chaplin, machin, ils faisaient leur cascade eux-mêmes, et dans les années 50-60, on pense évidemment enfin même 70, à Belmondo. Tu sais, qui faisait des cascades évidemment, Belmondo débiles, ou qui c'était même sa marque de fabrique, c'était même c'est vraiment son IP, quoi. C'est vraiment, il y avait un truc de, tu vas voir un film de Belmondo, tu sais qu'il va se prendre 14 tatanes et faire des sauts périlleux dans tous les sens. Et d'ailleurs, dans Peur sur la ville, qui est un film qui a aussi une course-poursuite sur les toits, tu vois, Belmondo sauter de toit en toit, il y a un peu cette mise en danger là jusqu'à Tom Cruise aujourd'hui. Et d'ailleurs, les Aristochats, ce que tu disais Félix sur la tendance des films. Manon, elle se réveille quand on est les Aristochats. J'avais pensé à cette séquence de course
course-poursuite que je trouve trop bien. Non, mais juste par rapport à la surenchère de tout un tas de trucs qui sont complètement déréalisés, il y a aussi l'effet inverse de dire tout ce que vous allez voir à l'écran est vrai. Tu vois, c'est un peu le marketing des Missions Impossibles de dire ils ont vraiment piloté des avions dans Top Gun. Il était vraiment debout sur un hélicoptère. Tu vois, alors il s'est vraiment coupé le bras 30 fois pour. Ça c'est méga relou. Mais du coup, c'est encore autre chose. On revient à cette notion. Oui, mais on revient à cette notion de danger, de suspense et enfin, tu vois, qui passe par la matérialité, mais peut-être un peu trop. Mais parce que quand ça devient un surhomme, il y a plus l'enjeu justement. Quand c'est Tom Cruise ou Captain America, j'ai plus peur pour eux. Quand c'est DiCaprio bedonnant, toi, mais je suis très sérieuse. Il y a un truc où je suis en mode, mais là, il va vraiment se faire mal. Ouais. Je pense au personnage, et c'est là que DiCaprio, tous les 5 ans, il ressort et il nous rappelle que c'est un putain d'acteur. Quand DiCaprio tombe sur toi, moi, je vois pas DiCaprio, je vois Bob Ferguson, le personnage. Je suis en mode, ah, Bob. Mais je pense que c'est aussi pour ça que ça doit faire partie des scènes les plus difficiles à exécuter. C'est qu'à la fois, il faut qu'il y ait quelque chose d'hyper spontané, qu'on y croit et que ce soit comme improvisé. Et en même temps, il faut que ce soit extrêmement chorégraphié. Et je pense que cet équilibre, il est super dur à atteindre. Et je me rends compte par contre que c'est un genre en fait qui est quand même très très masculin. Hein. Ouais. Mais parce que les femmes elles savent pas courir. C'est ce que tu racontes, Elisabeth. Ni conduire encore moins. Il y a Thelma et Louise auquel on pense. J'en profite, Rita, dis-nous, on peut aller voir Thelma et Louise bientôt avec toi en présentation. Le jeudi 4 décembre à 20h45 au Christine Cinema Club, je présente le film Thelma et Louise de Ridley Scott. Et j'ai extrêmement hâte, venez voir, ça sera super. Et voilà, et c'est un contre-exemple absolu. Peut-être rapidement, le genre de la course-poursuite, là on a cité des courses-poursuites effectivement qui sont assez iconiques, etc. Mais il y a des films qui sont entièrement basés sur des courses-poursuites. Alors, on n'a pas cité Duel par exemple de Spielberg, mais il y en a un certain nombre d'autres. Est-ce que vous aimez quand le film entier c'est une course-poursuite ? J'aime trop. Moi aussi. Non, vraiment, j'aime trop. Un bout de course, c'est une passion dans ma vie. J'adore ce film. Je trouve ça exceptionnel. Il y a évidemment Thelma Louise. Et je pense aussi à Queen and Slim, qui est un film beaucoup moins connu, sorti en 2019, de Melina Matsoukas. Avec, pour les citer, Daniel Kaluuya et Jodie Turner-Smith, qui sont devenus entre-temps des gens super stylés du cinéma. Et c'est une espèce de... C'est un remake de Bonnie and Clyde, globalement. Ouais, c'est Bonnie and Clyde et Thelma Louise sur fond de violence policière américaine. Et c'est vraiment... incroyable, je l'ai vu à sa sortie, ça m'avait au Christine Cinema Club, on leur fait des bisous et c'était vraiment super. Et il y avait Boulevard de la Mort dont on a mentionné tout à l'heure qui aurait pu être cité, Tarantino aussi. Est-ce qu'on a hyper bien défini, en fait, parce que j'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, je veux dire, est-ce que votre focus il est bien défini les gars? Non mais je veux dire vraiment la définition, parce que pour moi course-poursuite il y a vraiment un truc de... Il faut vraiment que ça aille vite et qu'il y ait vraiment comme tu disais quelqu'un qui poursuit l'autre, alors que Queen and Slim c'est l'État. Non mais tu parlais tout à l'heure de à bout de course. Ah bah à bout de course, il justement. fuit quelque chose, mais il n'y a pas. En gros, au début, il y a les gens du FBI qui viennent les chercher, c'est pour ça qu'ils partent. Et en fait, ils changent d'identité à chaque fois parce que le FBI se leur trousse. Ok, ouais. Mais je sais pas, pour moi, il y a. C'est pour ça qu'il y a les scènes de course-poursuite. Et après, il y a c'est pas que de la poursuite. Il y a des moments où il est pas tendu. Si tu peux, et quand même, le but, c'est que c'est un personnage qui est tout le temps en mouvement, dans des avions, en train de changer lui aussi d'identité. Et il faut arrêter ce mouvement. Donc, c'est pas forcément de la course, mais c'est quand même un personnage qui a un mouvement et quelqu'un qui veut l'arrêter. Je crois que c'est ça un peu la définition qu'on pourrait lui donner. Et Running Man, dont on a parlé aujourd'hui, en est un. Il y a des moments où il se repose. Oui, mais il y a quand même ce truc. Oui, mais il y a quand même ce truc qu'il est toujours un peu remis en course par le fait qu'il y a des poursuivants qui viennent l'attraper plus ou moins, quoi. Et alors pour terminer, peut-être c'est quoi vos films de course-poursuite préférés? Je les ai donnés. Tu les as donnés toi, Rita? Laurent? Nos films de course-poursuite préférés ou nos courses-poursuites préférées? Vos courses-poursuites préférées. Alors moi j'ai envie de citer un film qui s'appelle Filature, un film hongkongais de Yao Nai-hoi, qui est un réalisateur qui est en fait connu parce qu'il était le scénariste de pas mal de films de Johnny To. C'est son seul film d'ailleurs, il n'a pas réalisé d'autres films d'ailleurs, c'est dommage parce que c'est vraiment bien. Et c'est justement un film qui est basé sur des courses-poursuites, mais alors plus des filatures que des courses-poursuites. Et donc on suit des policiers qui suivent des gens dans la rue et donc qui se poursuivent un peu comme ça. Et il y a des passages absolument fascinants où on les voit dans cette espèce d'architecture invraisemblable de Hong Kong se poursuivre. Et c'est d'ailleurs en plus, le rôle principal est tenu par une femme, donc en fait comme quoi il y a des courses-poursuites avec des femmes. Alors c'est assez Slay vient de dire Rita. C'est assez lent. Parce que c'est vrai que mais c'est vachement bien et c'est un film vachement intéressant. Donc voilà. Rita, finalement, tu veux rajouter un film? Les 3 jours du Condor. Ah bah oui, les 3 jours du Condor. J'arrive même pas à croire qu'on n'en ait pas parlé depuis tout à l'heure, mais... on peut pas parler de tout. Ouais, et Captain America de Winter Soldier qui en est inspiré très grandement. Je pense c'était ton film préféré. C'est le film qui m'a fait apprendre à connaître le cinéma quand j'avais 14 ans, donc je vais pas cracher sur ce film. Bah non. Et juste, est-ce que j'ai perdu mon corps? C'est un film de course-poursuite, vous avez 4 heures. Félix, son film de course-poursuite préféré?
Tu m'as perçu avec ta question. Je pense que la main elle poursuit le mec. Oui, ok. C'est un autre débat, passons. Moi j'ai parlé déjà de la trilogie Matrix et je dirais Duel de Spielberg parce que je trouve ça brillant. Félix Yuri. Merci Isabelle. Du coup, en fait, dans les films de course-poursuite, évidemment, les Mad Max qui sont des maîtres du genre. Ah ouais. Moi, la scène de course-poursuite, une de mes courses-poursuites préférées, de séquences de course-poursuite préférées, je pense que c'est celle dans Pirates des Caraïbes 2. Ah oui. Où en fait, elle se passe sur des niveaux complètement dingues. Ils passent d'une maison à un moulin qui roule et puis les mecs se tapent dans la jungle avec les mecs qui leur courent après. Enfin, c'est une scène complètement folle. Et ouais, pareil, en fait, tout a une jouissance du mouvement, de la vitesse, de la différence, aussi de l'effet d'échelle, du fait que c'est cette espèce d'énorme roue qui dévale une pente et t'as des tout petits bonhommes dessus qui se tapent dessus. Enfin, je trouve qu'il y a aussi cette joie-là qui est très cool de en fait se dire voilà comment tu vas utiliser un environnement en enchaînement de lieux qui moi en fait moi qui me fait penser en fait aux espèces de joie que tu pouvais avoir quand tu regardais des films muets, tu comprenais pas forcément grand chose quand t'étais petit, si jamais t'as pu en voir à la télé, mais en fait où tu comprenais complètement tout l'enjeu de ce qui s'était passé parce que tu vois les décors commençaient à bouger, à avoir leur propre vie et voir les acteurs se mettre en mouvement à l'intérieur. Donc moi c'est une scène que je revois de temps en temps juste parce qu'elle me fait surdélirer quoi. Non mais très bonne ref. Manon. Alors, je peux pas dire que ce soit mon film de course-poursuite préféré, je pense que c'est vraiment pas un bon film, mais vraiment la course-poursuite qui m'a le plus stressée, c'est un film de course-poursuite, c'est un film avec Joseph Gordon-Levitt, là, en vélo, Premium Rush. Ah ouais. Vraiment, en fait, c'est une course-poursuite, mais vraiment en vélo, et c'est lui qui est en vélo, il est poursuivi par des gens, pas en vélo, et vraiment pour faire du vélo à Paris, moi, c'est vraiment ça qui me stresse beaucoup plus que des voitures ou des Mad Max. Et le vélo, angoisse absolue. Dans l'histoire de Suleiman l'année dernière, un des trucs les plus fous de ce film, c'était le côté vélo dans Paris, justement. Ouais. Je pense que c'est un ressort de stress et d'angoisse assez important. Donc voilà, moi, c'est un de mes trucs les plus mémorables en termes de course-poursuite. David, non, t'as pas de film de course-poursuite préféré ? On le prend hyper à dépourvu. Non, mais j'avoue que depuis le début, j'ai Star Wars en tête aussi, quand ils suivent entre les vaisseaux. Entre vaisseaux, là. Dans le 2, il y a une grosse course-poursuite aussi à Coruscant. Absolument. Même dans le 6, dans les espèces de grandes forêts, là, la grosse poursuite à Spider, qui est vachement bien. Donc Star Wars pour toi. Mais ouais, en tout cas, c'est la première qui m'est revenue en tête quand vous avez commencé à parler du sujet. Excellent. Toi, Zab merde, moi j'ai pas réfléchi. Bravo. Mais voilà, j'ai pas lu les comics, mais je crois, honnêtement, j'ai perdu mon corps, non ? Ça t'a marqué, j'ai l'impression. Non, on parlait de Mad Max Fury Road et je pense que moi c'est quand même une des plus. Je crois que honnêtement c'est une de mes préf, même si c'est une réponse de Normie. De quoi ? Celle de Fury Road du coup ? Ouais, celle de Fury Road. Celle de Furiosa est mieux, mais c'est un autre débat. C'est tout de suite l'heure des recos de la perche. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy ? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Yuri, dans les recos cette semaine, on a envie de vous parler de la ressortie des Coppola. Oui, alors pas de tous, mais de 6 films de Coppola qui ont été restaurés et qui sortent donc à la fois au cinéma et en Blu-ray 4K. Il s'agit donc évidemment d'Apocalypse Now, The Final Cut. Enfin, je sais même pas quelle version ça correspond chez Coppola. Non, c'est pas le Redux, c'est le Final Cut. C'est encore un autre truc. Okay. Et The Outsiders, qui est un peu plus connu, Conversation secrète, qui ça a pas le T'as dit The Outsiders, c'est un peu plus connu qu'Apocalypse Now ? Non, je veux dire parce que je vais parler de films vraiment pas connus. Donc Apocalypse Now, The Outsiders, Conversation secrète, qui sont un peu des classiques, on va dire, de Coppola, dont 2 Palmes d'Or quand même. Coup de cœur, qui est donc One from the Heart, qui est en fait un film qui a fait un flop à sa sortie, mais qui est sa comédie musicale néo-classique avec des décors complètement fous, dont s'inspire beaucoup le dernier film Joker. Et puis t'en as un dont j'ai jamais entendu parler, qui est Tucker, l'homme et son rêve de Jeff Bridges. Alors ça, Coppola et ses espèces de deep cuts un peu obscurs, j'imagine que c'est un film de commande. Et il y a Dementia 13, qui est un film très méconnu, mais qui est un de ses premiers films, du coup voilà, qui pareil ressort en version restaurée et en director's cut. Donc Coppola, qui est un des cinéastes les plus paradoxaux et je pense du coup intrigants de la période du Nouvel Hollywood, si vous voulez vous y jeter un œil et découvrir
certains de ces grands films en salle, dont Apocalypse Now, je pense que je vous le conseille quand même sur un gros écran, c'est mieux que sur votre écran d'iPhone. Voilà, allez-y. Et moi, je serais très curieuse de revoir The Outsiders parce que c'est un film que j'avais vu ado et que j'avais trop kiffé, mais aussi parce que j'étais très amoureuse du héros qui, à mon avis, a 14 ans, donc le film aujourd'hui serait vu d'un autre point de vue. Mais c'est toi qui serais vu d'un autre point de vue. Non, mais je pense que l'acteur doit avoir 65 ans aujourd'hui. Mais j'avais 12 ans à l'époque, mais assez marrant parce que c'est un teen movie et qui était adapté genre d'un roman jeunesse écrit par une ado. Enfin, je sais pas comment Coppola s'est retrouvé sur ce truc-là. Il me semble que ça a été généralement là sur 50% de ces films, c'est pour éponger ses dettes. Mais c'est ça. Donc, mais en fait, il me semble que c'est ça et que le roman avait bien marché, etc. Et bref, du coup, je serais très curieuse de revoir. J'ai peur maintenant de revoir ce film. T'es sur la liste Epstein en fait. J'ai envie de te censurer, mais je peux pas parce que c'est l'heure de ta carte blanche. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Et Laurent, tu racontes des conneries depuis tout à l'heure et ça tombe bien, puisque ce soir, tu vas nous faire l'éloge de la stupidité. C'est vraiment toute ma vie. Il ne faut jamais oublier qu'un film a le droit, voire même parfois le devoir d'être stupide et vouloir à tout prix s'en écarter est souvent un leurre, voire complètement improductif. Et je ne parle pas de la stupidité des studios hollywoodiens qui pensent que ressortir la même soupe réchauffée 50 fois leur garantira succès, ni même la stupidité de certains réalisateurs français sincèrement persuadés que ce qu'ils ont dans la tête va vraiment intéresser quelqu'un. Non, je parle de la stupidité comme dispositif de comédie. Mettre en scène des situations où des personnages complètement stupides, c'est pas vraiment nouveau. Il y en a plein déjà dans le cinéma muet. On pense évidemment au Monty Python ou en passant par les Zaz, Zucker, Abraham Zucker, coucou Yuri. Mais c'est un art assez délicat à manier. La stupidité comme ressort comique. Il faut savoir trouver un certain équilibre pour que ce type d'humour fonctionne, et pour moi, et ça n'engage que moi, il a atteint son pinacle avec les comédies parodiques des années 90, dont le meilleur représentant, à mon sens, reste Alarme Fatale, ou Loaded Weapon dans son titre original, extraordinaire parodie de L'Arme Fatale que j'ai découvert en achetant la VHS en 1995, cassette que je garde chez moi comme une précieuse relique. J'ajoute que c'est une VHS en VF et que c'est le seul film que je trouve nettement meilleur en VF qu'en VO après avoir vu les deux versions. Alarme Fatale est un film sorti donc au cinéma en 1993, réalisé par Gene Quintano, un réalisateur à la carrière assez médiocre, et qui est surtout connu comme scénariste pour avoir écrit notamment certains épisodes de Police Academy, c'est dire. Ça parle d'un duo de flics joué par Emilio Estevez et Samuel L. Jackson, qui se retrouvent dans une obscure histoire de trafic de drogue caché dans des gâteaux vendus par des scouts. Le casting est en fait assez insensé. Il y a donc Samuel L. Jackson, Emilio Estevez, qui est le frère de Charlie Sheen, le fils de Martin Sheen, qui est connu parce qu'il a joué dans des films de John Hughes. Pardon, il faisait partie du Brad Pack, etc. Mais on y retrouve aussi Tim Curry, qui est la star du Rocky Horror Picture Show, William Shatner, qui est le capitaine Kirk dans Star Trek, et F. Murray Abrahams, qui joue Salieri dans Amadeus, ou qu'on a vu récemment dans une des saisons de White Lotus. Il y a des caméos assez fous d'ailleurs aussi de Bruce Willis, qui est même pas crédité mais qui est là. Whoopi Goldberg, Charlie Sheen, Denise Richards, dont c'est le premier rôle à l'écran et qui joue une espèce de silhouette dans une obscure scène avec Denis Leary, un humoriste américain que tout le monde a oublié. Le film s'est fait complètement éventrer par la critique à l'époque, même si ça a quand même été plutôt un bon succès au box-office. 50 millions de recettes pour 8 de budget, c'est quand même pas mal, comme quoi parfois. Ah ouais. Le public a raison. Et c'est assez difficile de mesurer le niveau de stupidité présenté dans le film, mais je vais essayer de vous faire un petit florilège de ce qu'on peut y trouver. Il y a les Tortues Ninja qui jouent au Trivial Pursuit dans les égouts. On y voit une femme qui se transforme en peluche de marmotte. Il y a un Tim Curry barbu avec un accent allemand qui se fait passer avec succès pour une jeune fille scout qui vend des gâteaux. Ça, c'est un film pour moi, en fait. Pour piéger des... Tu l'as pas vu ? Non. Tu l'as pas vu ? Bah, c'est un chef-d'œuvre absolu. En fait, le nombre de trucs absurdes qui se passent à l'écran est incalculable. Et ce ne serait pas faire honneur au film de toutes les détailler ici. Je vous engage évidemment absolument à le découvrir, de préférence en VF. C'est vraiment le truc le plus drôle que j'ai jamais vu, je pense. J'ai dû le voir une bonne 50aine de fois. Malheureusement, c'est dispo soit en DVD ou en VOD, ou alors évidemment illégalement, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut facilement le regarder. Et c'est en me rappelant de ce film que je me suis rendu compte à quel point j'aimais voir des trucs vraiment stupides à l'écran. Et surtout à quel point j'en étais privé dans le cinéma actuel. Il y a vraiment très peu, voire pas, de films aujourd'hui qui se permettent d'être aussi stupides. Alors on pense évidemment
à The Naked Gun, qui est sorti cette année. Mais en dehors de celui-là, j'ai pas vraiment d'exemple sorti récent. Et franchement, ça manque. Donc vraiment, je me pose la question, où sont passés tous ces gros films parodiques qui n'avaient pas peur d'aller vraiment très loin dans la stupidité, qui n'avaient pas peur d'être bêtes juste pour être drôles, sans aucune autre arrière-pensée. Parce que réussir à faire ce genre de film, ça nécessite quand même une certaine créativité, parce qu'il faut être vraiment créatif pour avoir des vraies idées à la con. Il faut avoir beaucoup d'imagination pour penser des situations tellement absurdes, des trucs tellement bêtes que personne ne les a déjà vus ailleurs, et qu'on puisse sincèrement être surpris en tant que spectateur, en plus d'atteindre l'effet comique recherché. Et malheureusement, j'ai l'impression que les gens de talent capables de produire un tel travail d'orfèvre se sont déportés ailleurs. Et je le déplore. Donc s'il vous plaît, tous les auteurs, réalisateurs, producteurs, studios, etc., n'hésitez surtout pas à nous sortir des films stupides. Moi, en tout cas, j'irai les voir avec plaisir. Et bah moi aussi, j'en profite pour dire que c'est toi qui nous a fait découvrir Alarme Fatale et qu'on le regrette pas, et que The Naked Gun, le titre en français, c'est Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? Oui, qui est du coup, mais qui est du coup, en fait, parce que c'est un remake d'un film d'époque qui s'appelle aussi, parce que c'est toute une série, The Naked Gun, enfin bon, bref. Mais voilà, c'est pour ça que le titre français, oui, mais non. C'est aussi la même version que celui des années 80, du coup. Y a-t-il un flic pour sauver la reine dans le premier ? Enfin, c'est la série d'Y a-t-il un flic ? Ouais, voilà. Bon, en tout cas, regardez Alarme Fatale et soyez bêtes. À la semaine prochaine.